Alors comme les Diane chasseresses d'antan, seins nus, carcan sur l'épaule, comme la liberté guidant le peuple de Delacroix, drapeau à la main, les Femen militent seins nus, couronne de fleurs, inscription sur la poitrine et combattent de par le monde. À Paris, il n'y a pas très longtemps, à Notre-Dame, sur l'autel, en protestant façon combat contre les anti-mariages pour tous. Les Femen, en fait, c'est depuis 2008 à Kiev que 4 femmes, rejointes par d'autres, ont décidé de partir littéralement au combat, comme des légionnaires du féminisme ou d'un néo-féminisme, contre tous les signes et toutes les formes de la domination masculine, patriarcat, l'église, la prostitution, entre autres. Elles sont aujourd'hui installées à Paris au Lavoir moderne et publie un livre chez Calman Levy, Femen, où elles racontent à la fois leur combat et d'où elles viennent et comment elles en sont arrivées à cette espèce de, comme elles le définissent elles-mêmes, hooliganisme. Et on a pu voir cette semaine, notamment aussi, le film Femen réalisé par Caroline Forest, qui leur donne la parole. Une de ces Femen est avec nous ce matin. Bonjour Ina Shevchenko. Bonjour. Vous êtes, c'est très matinal, hein, j'ai conscience que c'est un peu tôt, et vos propos seront traduits par Michel Zlotowski. Bonjour Caroline Forest. Bonjour. Que je ne présente pas pour les auditeurs des Batters, entre autres. On vous retrouve bien sûr le mardi dans Le Monde Solo. Alors il ne vous aura pas échappé, Ina Shevchenko, que c'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes. Est-ce que cette journée 8 mars vous concerne, ou est-ce que c'est pour vous tout de même, d'après ce que l'on comprend en vous lisant et en voyant vos actions tous les jours le 8 mars. Et deuxième question annexe, cela fait tout de même depuis le 8 mars 1910 que cette journée internationale des femmes existe. Est-ce que vous ne trouvez pas que le temps est un peu long pour que ces droits des femmes finissent enfin par arriver, en tout cas au stade où vous souhaitez qu'il arrive? I would say that, except of the fact that I had to wake up too early, à part le fait que j'ai dû me réveiller trop tôt, cette journée n'est pas différente des autres journées. Nous vivons dans un combat perpétuel et chaque jour c'est la journée de la femme, chaque jour c'est la journée des Femen et chaque journée c'est celle du combat. Et oui, bien sûr, je dirais que bien entendu, les femmes ont réussi à avoir quelques droits fondamentaux et nous sommes ici dans le pays européen le plus féministe et nous tous pouvons avoir le droit de discuter, d'analyser ce qui a été fait, mais nous posons des questions sur ce que nous pouvons faire et sur ce que nous devons faire. Et maintenant, nous sommes en train de courir aussi vite que possible pour arriver à nos buts, pour gagner finalement, pour être finalement égal. Dans le livre, et on va évidemment parler aussi de ce que veut dire aujourd'hui votre combat et votre action, et notamment s'il s'agit d'une nouvelle forme de féminisme. Vous avez évidemment conscience, et c'est pour ça que vous le faites, que vos actions choquent souvent, enthousiasment d'autres. Est-ce qu'on peut partir du point de départ pour comprendre, au fond, de façon, là je disais aussi biographique, au fond, qui vous êtes? D'abord, vous êtes très jeune, et vous étiez encore plus jeune quand vous avez fondé les Femen en 2008. Au départ, ça n'est pas nécessairement par une vocation féministe. Il a fallu un tout petit peu de temps pour passer à une conscience, je dirais féministe ou néo-féministe, qui vous a fait partir à l'action. Vous pouvez nous raconter un petit peu? On voit vos 4 portraits dans le livre Femen chez Calman Levy. I think that I have to make clear your words. Il faut absolument qu'on soit très clair. On ne commence pas quelque chose de nouveau. Nous devons une nouvelle forme à quelque chose qui a été fait précédemment. On ne commence pas une nouvelle lutte qui se continuerait ici, ou avec des nouvelles couleurs, non. Des couleurs qui sont faites pour les gens qui vivent aujourd'hui, qui nous regardent, qui nous attirent, et les attirer vers le féminisme. Non. J'aime pas beaucoup parler de nos biographies. Je pense pas que nous soyons des personnes intéressantes au-delà de notre militance. Nous sommes des activistes et je veux que l'on me considère comme une activiste. Et au-delà de notre combat, nous sommes des filles normales. En fait, nous étions des filles normales. On ne se rendait pas compte de ce qu'était la situation des femmes aujourd'hui, comment on est, comment on vit. Et on a eu suffisamment de chance pour regarder autour de nous et nous rendre compte de ce que ça signifiait aujourd'hui d'être une femme dans ce pays où nous sommes nés, en Ukraine, où on était traité comme un objet sexuel tous les jours, comme on était traité comme une jolie poupée à chaque seconde et qu'on pouvait recevoir une tape sur le cul par des gars qui se baladaient
tout seul. Non. Notre mouvement est fondé au début sur nos sentiments personnels, pas sur les pages des bouquins qu'on a lus. Nos sentiments personnels, notre colère intérieure. Quand on se dit, je veux pas être traité comme ça, faisons quelque chose ensemble, nous les filles. Et c'est comme ça que ça a commencé, de façon très primitive, je dirais. Avec une réaction très forte sur la condition tout de même des femmes en Ukraine. Il y a eu cette action au moment de l'Euro de football, par exemple, où vous avez vous aviez écrit sur vos poitrines, l'Ukraine n'est pas un bordel. C'est tout de même déterminant, la question ukrainienne au départ, de votre pays d'origine? Sure, the movement was born in the country with a huge illness. Les femmes qui sont nées dans ce pays, ils ont une grande maladie. Et le nom de cette maladie, c'est l'industrie du sexe, le business du sexe. C'est une activité extrêmement bien organisée qui recrute énormément de filles tous les jours. Et c'est de l'esclavage moderne. On a commencé à dire non à cela en 2008 avec des façons, avec des femmes dans la rue, disant que nous ne sommes pas des prostituées, ne nous traitez pas comme des prostituées. Et nous vous dénions le fait que même parfois l'industrie du sexe et la prostitution, en fait, soit liée au choix des femmes. Non, c'est pas vrai. Ça ne peut pas être connecté, lié au choix des femmes. Les femmes ne peuvent pas vouloir être esclaves. Tout ça, c'est une activité extrêmement bien organisée qui recrute des femmes. C'est pour ça que nous sommes ici, pour ouvrir les yeux des filles et dire non aux boss du sexe. Est-ce que ça voulait dire aussi qu'il y avait une forme de rébellion par rapport à votre propre éducation, par rapport à la façon dont votre propre mère, par exemple, ou les mères en Ukraine élèvent leurs filles en rupture ou non avec cette condition de la femme? Sure, yes, because once you're born in that country, une fois qu'on est né dans ce pays en tant que fille, depuis le premier jour, on vous dit il faut avoir l'air sympa, il faut vraiment s'accorder avec les codes de la beauté, parce qu'il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez faire dans votre vie, c'est d'être marié. Et c'est la seule chance que tu as de survivre dans ce pays. Et ils nous enseignent à être cet objet sexuel. Bien sûr, ils le disent pas de façon ouverte et directe, mais c'est comme ça qu'on vit dans cette partie du monde. Et c'est comme ça que les filles se traitent elles-mêmes. Elles ne se rendent pas compte qu'il y a d'autres façons d'être, parce qu'il n'y a pas d'alternative dans cette partie du monde pour les femmes. Il faut être la femme de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un. Il faut être quelque chose pour quelqu'un. Caroline Fourest, Ida Shevchenko disait ça n'est pas un nouveau combat, je veux que les termes soient clairs, c'est un combat qui continue, mais tout de même, il n'a pas d'équivalent nécessairement dans le combat du féminisme, ou alors disons que dans votre film, il y a une petite histoire du féminisme français qui est fait, et où les féministes, on va dire, historiques, qui observent les fémènes, sont bluffés évidemment par leur courage et leur combat, mais disent que ce qui est plus difficile pour elles, c'est qu'elles sont dans un environnement qui est hostile. Une des féministes que vous interrogez rappelle qu'au fond, quand elles ont, dans les années 70, pris à cœur de manifester et de faire avancer leurs droits, la société était un peu, après tout, déjà préparée. Quand le mouvement de libération des femmes est arrivé dans les années 70, évidemment, il suit la vague de mai 68. Alors, plus ou moins accompagné, il est porté par l'esprit libérateur des années 68, et en même temps, il y a un certain nombre de militants de gauche qui trouvent que la question des femmes est très secondaire. Et effectivement, on a retrouvé dans le film une action où des militantes féministes sont allées enlever leurs t-shirts seins nus pour perturber un meeting Mao, pour essayer de dire à leurs camarades Mao, mais attendez, occupez-vous aussi des droits des femmes. Donc, il y avait dans l'esprit du MLF déjà cette idée du happening, des slogans aussi parfois très très drôles, parfois très biscornus. Elle rentrait dans les églises. On a été très perturbés de voir que les fémènes pouvaient entrer dans Notre-Dame, parce qu'on est en 2013 et que visiblement il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Mais dans les années 70, les féministes rentraient dans les églises, non pas pour réclamer le droit au mariage pour tous, elles rentraient dans les églises pour combattre le mariage tout court. C'est quand même une autre époque. Donc, il y a évidemment une parenté. Et c'était pas il y a 12 siècles. Hein. Et c'était pas il y a si longtemps. Donc, il y a évidemment une parenté, mais qui est rafraîchie. Comme peut l'être le combat féministe à chaque fois qu'il vient d'une partie du monde, comme il est aujourd'hui renouvelé par les féministes arabes, qui évidemment sont au contact de réalités patriarcales tellement violentes, tellement radicales qu'elles-mêmes nous redonnent de l'énergie. C'est pareil pour un mouvement comme Femen, qui est né dans effectivement cette partie du monde post-soviétique, et ce sont vraiment des enfants du monde post-soviétique. Quand vous connaissez Ina, Sacha, Oksana, Anna ou les autres,
et qui, dans ce monde-là, elles ont connu la mafia qui sert d'État, les oligarques, le proxénétisme, et comme seul avenir pour des filles qui sont quand même très éduquées. Peut-être qu'on ne le voit pas pendant leurs actions, mais elles sont très cultivées. Ina était étudiante en journalisme. Elle serait sans doute devenue une brillante journaliste si elle n'avait pas décidé de consacrer entièrement sa vie désormais, avec un absolutisme romantique qui pour le coup aussi nous change énormément peut-être du féminisme français aujourd'hui. Elle a décidé de se consacrer entièrement à ce combat, comme d'autres militantes des Femen, parce qu'elle ne voit pas d'avenir après les espoirs déçus de la Révolution orange dans ce monde gangréné par la mafia, où on explique aux femmes que si elles vont à l'université, c'est pour trouver un mari, pas pour trouver un emploi. Il faut trouver un mari à l'université, pas faire des études pour de vrai. Ina Shevchenko, pour comprendre aussi justement, et nous aurons le temps après de débattre aussi des idées au fond, et puis de ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec votre mouvement ou qui ne le comprennent pas, et pour comprendre la forme que ce mouvement des Femen a pris, et notamment les seins nus, inscription sur la poitrine et couronne de fleurs. Au départ, ça n'a pas été évident, quand on lit votre livre, de décider qu'il faudrait faire des actions seins nus. Et puis, au fond, assez vite, chacun trouvant que c'était là le vrai moyen d'expression, s'y est mis relativement vite. L'idée d'être topless, comme on dit dans la mode, c'est une manière d'abord de s'inscrire dans une histoire plastique des arts qui montre les femmes combattantes très souvent seins nus, jusqu'à cette femme, la liberté guidant le peuple, qui est aujourd'hui au Louvre, lance. Est-ce qu'il y avait cela? Est-ce qu'il y avait aussi une manière de dire aux hommes, le sein n'est pas seulement un objet érotique, mais il peut être aussi un objet où l'on écrit quelque chose, que l'on manifeste? Et est-ce qu'il y avait aussi éventuellement l'idée que nu, vous indiquiez une sorte de fragilité qui ferait que peut-être on ne vous taperait pas dessus, malgré la violence des réactions qui se manifestent quand les gens vous voient ou les forces de l'ordre vous voient? Ina Shevchenko. In 2008, since 2008 to Depuis 2008 jusqu'à 2010, pendant 2 ans, on n'utilisait pas les actions topless, seins nus. Moi, personnellement, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, j'enlèverais ma chemise pendant une manifestation. Je ne pouvais pas m'imaginer comme ça. Pour des filles qui s'appellent des activistes dans ce mouvement, pour des militantes. Et pendant 2 années, on a essayé d'utiliser des stratégies différentes. On regardait les féministes européens, on les copiait, mais on s'est rendu compte que personne n'était prêt à nous parler, personne n'était même prêt à nous écouter, et ni même à nous regarder, à faire attention à ces bannières énormes qu'on portait dans la rue et qu'on hurlait dans la rue. Mais personne ne voulait nous écouter ou nous voir. Et pour nous, on voulait hurler. Et c'est un hurlement de l'intérieur. C'est pour ça qu'on a enlevé nos chemises. Et puis quand on s'est rendu compte de questions féminines, quand on parle de liberté féminine, tout tourne autour du corps. Parce que tout d'abord, on nous opprime en utilisant notre corps. Ils nous prennent notre corps au nom du patriarcat. Eh bien, une femme nue, c'est un instrument du patriarcat. C'est un instrument de l'industrie du sexe. C'est un instrument dans la publicité. C'est toujours utilisé par les hommes pour promouvoir des yaourts ou un verre de bière. Et donc, on a voulu sortir cette femme de cette vision de la promotion du yaourt et de la mettre dans la rue avec ses propres slogans, sur sa propre liberté. Mon corps parle dans la rue. Sur mes seins, il y a toujours des slogans que je veux hurler. C'est un cri de l'intérieur. J'utilise mon corps comme une affiche. Et de cette façon-là, on a créé ce stéréotype de femme nue étant... On casse ce processus de femme objet ou de femme objet sexuel créé par les hommes. Et est-ce que vous êtes surprise de ce que, au fond, vos manifestations qui ont les atours de la violence par les cris, l'intervention, mais qui sont en même temps totalement pacifistes, puisque vous n'avez pas d'armes autres que votre corps et les inscriptions qui sont dessus. Est-ce que vous avez été surprise que on ne vous ménage pas et que l'on vous traite, quand on veut se débarrasser de vous, comme si vous étiez habillé alors que vous ne l'êtes pas? Est-ce que c'est le risque à prendre? Yes, in countries with dictatorship, oui, dans des pays dictatoriaux, oui, ils nous prennent dans les forêts où nous sommes quasiment ou presque tués, dans les pays démocratiques. Il y a l'exemple de la Biélorussie. Ils peuvent applaudir, les gens peuvent applaudir ici. Mais il y a toujours du danger, parce qu'on ne sait pas quelle sera la réaction de ces gens qu'on provoque. Mais bien sûr, nous faisons de la provocation ouverte, mais mes seins ne sont pas aussi acérés pour pouvoir tuer
tuer quelqu'un. Mes seins sont quelque chose qui sont là pour provoquer les gens. Mes seins parlent avec mon propre message. Et oui, ça peut irriter les sociétés patriarcales parce que, voilà, on reprend les instruments, nos corps qui étaient contrôlés par eux pendant trop longtemps. Caroline Fourest ? Oui, l'utilisation de ce mode d'action, il faut aussi le comprendre dans toute une réflexion un peu de contre-culture, parce que c'est pas simplement primitif. Il y a une réflexion sur le happening, sur la mise en scène, qui est très là aussi vivante dans les pays de l'Est et visiblement dans ce mouvement, qui consiste à se dire si on y va seins nus, effectivement, on va créer une réaction. Et très souvent, la force des vidéos, des happenings filmés des Femen, c'est qu'effectivement, selon le degré de brutalité de la réaction, ça dit quelque chose sur le pays ou sur le thème qu'elles ont choisi, où elles sont en train d'essayer de démontrer quelque chose. Quand Ina, Oksana et une autre militante qui s'appelle Sacha sont allées en Biélorussie protester topless, mais aussi avec l'une d'elles en train de faire la parodie du dictateur biélorusse, devant le siège du KGB. C'est quand même pas rien. Et les journalistes ont tous été embarqués. Elles ont été emmenées en forêt et torturées. Quand elles vont en Biélorussie, ça donne ça. Quand elles sont en Ukraine, elles sont arrêtées, elles passent des nuits au poste. Quand Ina va jusqu'à tronçonner une croix en soutien au Pussy Riot, elle n'est pas simplement poursuivie pour destruction de biens, mais pour offense au sentiment religieux, oui. Ce qui est quand même très nouveau dans les pays là aussi post-soviétiques et ce qui dit quelque chose de l'époque. Quand elles viennent en France, les policiers ne les tabassent pas. Par contre, si elles croisent la route de Civitas et d'intégristes et de groupes d'extrême droite, elles sont tabassées et ça offre des images qui disent quelque chose. Pour terminer cette première partie, là, Shevchenko, il y a un détail qui est impressionnant, c'est que vous vous êtes rendu compte que pour être prise au sérieux et pour que vos actions soient marquantes, il ne fallait surtout pas rire. Parce qu'au départ, évidemment, vous vous mariez un petit peu et puis vous vous êtes dit, mais les gens vont croire qu'on est là pour s'amuser. Et c'est pas du tout un jeu, votre histoire de Femen. En deux petits mots. This is one of the things that I Ça, c'est une des phrases principales que je dis dans les entraînements des Femen. Ne riez pas. Je dis à nos soldats, oui, c'est vrai, c'est comme ça. Parfois, bien sûr, c'est pas une blague pour nous, c'est pas une plaisanterie, c'est pas un jeu. Chaque fille qui sort dans la rue pendant les actions, c'est pas un jeu. Mais parfois, oui, il y a des nouvelles militantes, principalement ici en France, qui sont parfois, disons, dérangées ou dans des situations extrêmes et peuvent pas réagir de façon sérieuse. Et parfois, il y a un rire nerveux. Et ça, c'est une des règles. Si vous voulez être Femen, ne souriez pas. Il a 8h et presque 17 minutes, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Et la question, à quoi jouent les Femen ? Eh oui, à quoi jouent les Femen ? Cette petite bande de jeunes Ukrainiennes qui se sont fait connaître chez elles par des actions symboliques, comme la découpe d'une croix de bois à la scie électrique, et qui tentent à présent de se muer en internationales féministes de 3e génération à partir de leur antenne parisienne. Comme beaucoup de gens, j'avoue ma perplexité. C'est que, contrairement à ce qu'elles ont l'air de penser, la situation des femmes et les problèmes qu'elles rencontrent ne me paraissent pas exactement de même nature qu'on vive à Kiev, à Paris ou à Tunis. Dénoncer les 3 monothéismes comme responsables de la relégation des femmes, c'est supposer que tout va pour le mieux dans les pays qui ne pratiquent aucun d'entre eux, que la condition des femmes était idéale avant les successives révélations de leurs prophètes respectifs, ce qui n'est pas le cas. Quant aux slogans criés en anglais tels que « Nudity is freedom »,« Poor because of you »,« Freedom for political prisoners » ou encore « In gay we trust », s'ils permettent de réduire les revendications à un plus petit dénominateur commun, ils sont assez vagues. Et dans le contexte français, parfois franchement à côté de la plaque. Contrairement à l'Ukraine ou à la Russie, la France n'a pas de prisonniers politiques. Chez nous, il n'y a pas non plus de religion privilégiée par le pouvoir, entretenue par lui et lui apportant en échange son concours politique, comme c'est le cas des églises orthodoxes de Russie et d'Ukraine. Provoquer les fidèles dans un lieu de culte comme l'ont fait les Femen à la cathédrale Notre-Dame prend donc un sens très différent de celui qu'ils trouvent à Kiev. Il faudrait aussi leur expliquer, comme l'a fait Lydia Guirou sur le site du Huffington Post, où elle traite le mouvement, je cite, de « fasciste, provocateur et insolent », que la France est une république laïque. Ce qui signifie, explicite la présidente du club féministe Futur au féminin, que l'État, en ne privilégiant ni n'entretenant aucune religion, favorise entre elles une tolérance dont nous nous portons bien.
Car enfin, le drame des filles de l'Est, c'est l'industrie du sexe et la prostitution, un véritable trafic d'esclaves qui ne semble pas émouvoir les responsables européens. Le combat des femmes d'Europe occidentale est plutôt motivé par les inégalités persistantes de statut et de revenus. Celui des femmes dans les pays arabes vise à faire refluer l'intégrisme islamiste qui menace les maigres acquis des périodes de modernisation séculariste. Si le communisme pouvait prétendre unifier les prolétaires de tous les pays en une seule internationale, n'est-il pas quelque peu artificiel de chercher à rassembler sous une seule bannière les revendications des femmes de toute l'humanité ? Bien sûr, on ne peut manquer d'admirer le courage de ces jeunes filles qui vont défier sur place le dictateur biélorusse Loukachenko et le paie d'un simulacre d'exécution en guise de billet de retour. D'admirer aussi cette jeune égyptienne qui, au péril de sa vie, a mis sur les réseaux sociaux une photo d'elle nue afin de défier les islamistes. Mais il reste cette gêne face à l'usage politique de la nudité de la part des fémènes. Comme le montre le film tourné à leur gloire par Caroline Fourest, d'autres féministes se sont servis de cet argument dans l'après 68, mais elles ne se maquillaient pas, elles ne s'épilaient pas, elles ne veillaient pas à jouer sur le code du elles veillaient à ne pas jouer sur la corde du sex appeal, à ne pas se transformer en poupée enragée, pour citer à nouveau Lydia Guirou. Couronne de fleurs et seins nus, à force de jouer avec les poncifs de l'éternel féminin, avec les mythologies croisées de la Vierge slave de village et de la go-go girl, servez-vous vraiment à la cause des femmes, ou plutôt celle de la société du spectacle? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr, c'est le moment du débat. Qui veut répondre? Ina Shevchenko et Caroline Fourest. Sure, yes, it's very interesting that how you treat us here in France. Why you deny all the problems that are here in France? Pourquoi est-ce que vous niez les problèmes qui existent en France? Je voudrais être très clair. On ne crie pas en faveur de la liberté des prisonniers politiques en France. On a crié ça en Bélarus. Quand on parle de religion, quand on va à Notre-Dame, on utilise la France comme un endroit idéal. On utilise la France et Notre-Dame comme un symbole du catholicisme. Et notre message n'est pas dirigé vers la France, notre message est dirigé vers le monde. Mais ce qu'il faut clarifier, c'est qu'on n'est pas un mouvement laïque, on est un mouvement anti-religieux. On est contre toutes les religions, tout comme on veut dire que les femmes sont des êtres humains. J'espère que ce point sera très clair, va clarifier notre ligne. Mais je ne veux pas que l'on nous traite comme un mouvement ukrainien ou comme un mouvement russe ou français. On est un mouvement mondial et nous voulons donner un message global, mondial sur la liberté des femmes. Et il n'y a aucune société où l'homme et femmes sont égaux. Il n'y a aucun pays où les hommes et les femmes sont égaux, simplement. Ce message doit être universel et il faut le diffuser dans le monde entier. Oui, enfin, vous voyez bien ce que je disais, c'est que les problèmes rencontrés par les femmes sont différents d'un pays à l'autre. Que par exemple, ce que vous avez dénoncé à juste titre, je l'ai fait à plusieurs reprises moi-même à ces micros de France Culture, c'est-à-dire la prostitution de masse dont sont victimes les filles de l'Est depuis la fin la chute du rideau de fer, c'est pas un problème qu'on rencontre en France. Il n'y a pas de véritable traite massive, comme il y a une traite massive des filles ukrainiennes, polonaises, biélorusses et baltes. Ina Shevchenko. The problem is that Russian, Belarusian and Ukrainian girls are working here et les filles de Bélarus et d'Ukraine travaillent ici comme esclaves. Et c'est ça le problème de la prostitution. C'est le problème qu'il faut partager et qu'il faut en parler et en décider. Caroline Fourest. Moi, je comprends tout à fait, et ça fait aussi partie des questions que je peux me poser, ça fait partie des débats que je peux avoir avec Ina et avec d'autres membres du mouvement. Et que pose Galia Ackerman, également aussi, dans la préface du livre qu'elle fait, du livre des Femmes, où elle dit, je ne suis pas d'accord avec tout, mais il faut... Bien sûr, mais qu'on se demande si effectivement ce mode d'action est toujours aussi pertinent, action par action, pays par pays, bien entendu. Bien entendu, c'est pas la même chose de rentrer dans une église dans un pays laïque que dans un pays où l'église et l'État vraiment fusionnent contre les droits des femmes. Néanmoins, à partir du moment où des groupes se revendiquent d'une religion pour aller se mêler depuis des siècles de la vie des gens et même du lit des gens, et ils rentrent dans le lit des gens et dans la tête des gens depuis des siècles, que pendant 2 heures, un groupe de 8 féministes aille sonner des cloches à Notre-Dame, ça ne mérite pas non plus la pluie de commentaires, mais scandalisés qu'on a entendus en France. Et moi, je confesse quelque chose, que malgré
ma perplexité sur cette action, dont j'ai fait part à Ina, j'étais encore plus perplexe des réactions que ça suscitait. Je me suis dit, mais dans quel pays vit-on ? Que des gens se disent... Oui, c'est too much, c'est pas nécessaire, on l'aurait complètement compris, et moi j'aurais pu même y participer, mais qu'on aille jusqu'à pousser des cris à ce point-là pour une action où 8 femmes, encore une fois, sonnent les cloches pendant quelques minutes, puis ensuite le service de sécurité éteint les lumières et les moleste gravement, ce dont tout le monde se fiche. Voilà, ça m'a rendu perplexe. Maintenant, sur la question de Brice Couturier, sur l'international féministe, où on est universaliste ou on l'est pas. Si on considère que les droits des femmes, c'est un droit universel, on doit quand même se réjouir de voir les connexions qui existent aujourd'hui entre, effectivement, des filles ukrainiennes qui se battent contre le trafic d'âmes et la mafia, des jeunes françaises qui n'ont pas le même vécu mais qui s'intéressent à ces questions-là, et des jeunes égyptiennes ou des jeunes tunisiennes, et en l'occurrence la jeune égyptienne Alia El Mahdi, qui elle aussi vit en exil, qui a à peu près le même âge que Ina Shevchenko, qui vit en exil pour avoir posé nue sur le web. Et évidemment que la nudité des Ukrainiennes est aujourd'hui révolutionnaire parce qu'elle rejoint la non-possibilité de la nudité des Égyptiennes. Dans une époque où les obscurantistes veulent couvrir les corps des femmes, avoir ce nouveau mode d'action est beaucoup plus révolutionnaire, beaucoup plus subversif que probablement dans les années 70. Et un dernier mot sur le fait de pas s'épiler ou d'avoir l'air de poupées écervelées. D'abord, tout le monde c'est pas exactement ça dans les années 70, c'est une caricature. Mais en plus, ce qu'on disait juste avant la pause, elle ne sourit pas, les fémènes. Eh bien, ça change tout. Ce ne sont pas des filles avec des gros seins qui viennent faire des poses lascives d'objets sexuels. Quand Ina Shevchenko coupe la croix à Kiev... C'est pour ça que je voulais qu'on donne ce détail important, qui est que c'est de la réflexion qui a été celle de... Vous vous rendez compte de la révolution iconographique que ça représente. Mais pourquoi se maquille-t-elle ? Non, mais... Écoute, il y a une longue séance de maquillage. Pas toujours, d'abord, c'est pas exactement ça. Et encore une fois, on le voit dans le film. Réaliser ce que ça veut dire pour les photographes, pour une banque d'images, d'avoir des femmes. D'abord, elles n'ont pas des gros seins. La plupart ont des petits seins. C'est une première évolution. Ensuite, elle banalise le torse nu des femmes, parce que jusqu'à présent, il n'y a que le torse nu des hommes qui ne suscite rien. Le torse nu des femmes reste quelque chose d'hallucinant. Et ensuite, souvent, elles sont agressives, elles ne sourient pas, elles ne sont pas lascives, elles ont pas simplement des scies électriques, elles ont des tronçonneuses dans la main. Elles aspergent des supporters de foot avec des extincteurs, comme si, en gros, elles leur éjaculaient dessus. C'est un peu ça, la symbolique. Ces images-là, elles n'existent pas dans les banques d'images actuelles des photographes. Il n'y a que Femen qui est en train de les créer. C'est énorme. Rien que ça, c'est énorme. Même si c'était que ça, ce serait déjà intéressant. Un mot où on peut... Ina Shevchenko ? Ouais, c'est un point intéressant avec le maquillage. Pourquoi ça vous irrite ? Pourquoi vous pensez que c'est fait pour vous ? C'est pas fait pour vous. C'est la façon dont nous sommes. C'est pas pour faire plaisir à la partie patriarcale de la société. Oubliez ça, c'est pour nous. Non, mais je faisais simplement référence aux féministes que j'ai connus moi dans l'après 68 qui faisaient bien en sorte de ne pas entretenir ce côté sex-appeal. Je vois que Daniel Salnab est sur le point de monter sur sa chaise. Je suis indigné. Je suis comme Caroline. Moi, je serais tout à fait prête et j'étais contente de lire le livre et de voir le film parce qu'il y avait des points sur lesquels j'avais envie de discuter. En particulier, j'étais un peu inquiète pour elle et aussi préoccupée par cette marche vers le sacrifice suprême. Cette idée, je mourrais peut-être en Iran sous les coups des... Voilà, ça m'a fait un peu peur. Mais je peux dire que je suis à peu près en désaccord sur chacun des mots qu'a pu prononcer Brice. Pourquoi je suis en désaccord ? Parce que je le regarde. Je regarde qui arrive impeccablement vêtu toujours. Toujours les cheveux et la barbe admirablement taillés. Pourquoi ne laissez-vous pas, Brice, une broussaille vous couvrir les joues, puisque vous réclamez de nous que nous ayons les jambes velues, si possible les aisselles garnies d'épaisses mèches noires, parce que nous sommes des féministes, mais j'ai été féministe en 68 et 70, je n'ai jamais cru qu'il fallait sacrifier ce que j'estimais le minimum pour être une femme convenable. Ce n'est pas du tout pour être un objet sexuel, mais tout simplement pour être l'objet que je voulais être à mes yeux. Je reviens sur une chose qu'a dite Caroline qui est formidable. Oui, c'est vrai, il y a une grande différence entre les femmes qui en Ukraine sont victimes de ce dont elles sont victimes et les libertés dont nous jouissons. Mais, je pense qu'elles nous font honte, parce que nous passons notre temps, nous, à nous demander s'il ne faut pas
pas mettre un E à écrivain et professeur avec un E et laisser la moitié des femmes être payées la moitié moins que les hommes. Et d'autre part, nous ne disons rien alors que nous voyons une industrie du corps féminin pour le rendre conforme à des normes sexuelles. Cette question des seins est centrale. Toutes ces jeunes filles de 18 ans qui réclament de leur père et souvent l'obtiennent d'avoir des gros seins parce qu'ils se trouvent que les leurs sont trop petits. La réhabilitation des petits seins est une chose formidable dans le travail que font les Femmes. Et je regrette de ne plus être en 68 ou de ne plus avoir leur âge, car je les rejoindrai volontiers. Je trouve qu'elles sont vraiment formidables. Alors, pas la moindre petite question pour j'ai pas une seule question. Je voudrais simplement qu'elles fassent attention à elles. Je suis émerveillé de les voir manipuler une tombe. Mais je voudrais dire quand même une chose. Ce qui me fait vraiment l'énorme fossé, c'est entre les femmes, leur mère, l'une des mères dont elle dit « ma mère subit tout comme un âne porte sa charge ». Et l'autre qui dit « j'ai du mal à attaquer le pauvre Kirill car ma mère le photographie à la télé parce qu'elle pense que des photos du pauvre Kirill, ça lui fera peut-être des indulgences au ciel ». Quand j'entends ça, mon sang bout. Et je ne peux que leur demander de continuer et être prête à les aider. Il faut qu'elles continuent ce combat. Bien sûr, on pourra avoir des réserves. C'est Daniel Salnave de l'Académie française. Voilà, de l'Académie française, je tiens à le répéter. Ina Shevchenko, notamment, vous dites, vous, que justement, par exemple, un des motifs de votre combat pour les femmes dans le monde, ça n'est pas seulement de rajouter un E à écrivaine, hein, que vous êtes au-delà de ça. You know, I think that when women are not raped and not killed. Vous savez, quand je pense que les femmes ne sont pas violées, ne sont pas tuées, peu importe si on met un E à la fin d'écrivain ou pas. Alors, je voudrais vous faire écouter Anna Rosine, dont on parle beaucoup dans la presse d'aujourd'hui, qui écrit un livre, The End of Men, la fin des hommes, où, après de longues études sociologiques sur les hommes et les femmes, notamment dans le monde occidental et aux États-Unis, elle s'est rendue compte que les femmes avaient pris finalement le devant et que ça n'était pas tant à cause ou grâce, on va dire, à leur combat féministe, cette situation-là, que, au fond, des effets de la crise, les femmes étant habituées à être plus plastiques, comme elle dit, que les hommes. Elles ont accepté davantage des emplois que les hommes ne voulaient pas du fait de la crise et du coup ont pris une sorte de suprématie sur les hommes. Et elle dit au fond que dans toute la société occidentale aujourd'hui, les femmes, eh bien, au fond, seraient sur le point de gagner quelque chose en étant au fond sur le devant de la scène. Et elle parle ainsi d'une crise de la virilité. Anna Rosine. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit intégré aux femmes qui en font une race supérieure. Non, mais principalement à cet âge de la technologie, il y a certains avantages technologiques qui renversent notre économie. Et peut-être que les hommes auront la main, peut-être, mais c'est pas si simple. Je crois qu'on a ouvert une crise de la virilité. Une réévaluation de ce que ça signifie d'être un homme et de ce que ça signifie d'être une femme, qui est extrêmement fondamentale et qui a changé la façon dont les familles sont formées, comment les gens prennent des décisions, avec qui ils vont se marier, comment ils font l'amour avec l'autre, et ce qui est totalement irréversible. Pour autant, Anna Rosine nous raconte que cette émancipation des femmes ne fait pas nécessairement leur bonheur. Elles sont moins heureuses. C'est absolument vrai. Et dans les années 70, si on allait voir une femme et qu'on lui disait « dans 40 ans d'aujourd'hui, tu pourras travailler, faire tout ce que tu veux, avoir des enfants », elle aurait dit « j'aimerais beaucoup, ça serait le rêve de ma vie ». Et puis finalement, c'est pas vrai. Les femmes aujourd'hui, quand elles ont plus de choix, sont moins heureuses qu'elle ne l'était précédemment. Et puis enfin, de même, Anna Rosine constate qu'au fond, sur la question sexuelle, les femmes aujourd'hui seraient plus, entre guillemets, débridées que les hommes. Dans le chapitre que j'écris à ce sujet, je parle des femmes jeunes et des femmes de pouvoir. Et à propos, j'ai choisi des femmes pour vous choquer un petit peu de la manière dont elles s'expriment. Elles sont excessivement éduquées, ce sont des femmes d'affaires, elles veulent être femmes d'affaires, mais elles parlent d'une manière que si j'avais entendu ma fille parler comme ça, je mettrais des bouchons d'oreilles et je sortirais de la pièce. D'un autre côté, le point que je tentais de soulever, c'est que nous, aux États-Unis principalement, nous parlons de la sexualité des jeunes femmes seulement d'une seule manière, c'est-à-dire qu'elles sont
victime d'une culture sexuelle, très informée par la pornographie, déterminée par les hommes, qui satisfait les besoins des hommes. Et moi, j'ai senti le besoin de changer cette image un petit peu et d'expliquer qu'il y avait quelque chose que les femmes, dont elles avaient besoin et qu'elles retiraient de cette culture parce que à ce moment-là de leur vie, elles ne veulent pas être dans une relation permanente et elles n'y pensent même pas. Donc l'idée qu'elles créent de nouvelles relations, de nouveaux types de relations qui ne sont pas spécifiquement vulgaires, mais qui ne sont pas non plus spécifiquement menant au mariage. Elles veulent de l'intimité, mais elles ne pensent pas tout le temps de savoir si cet homme va être leur mari ou pas. Voilà, Anna Rosine, The End of Men, c'est publié chez Autrement. L'intégralité de l'entretien à écouter sur franceculture.fr, également beaucoup d'entretiens et de compte rendu du livre sur slate.fr ou dans le magazine Elle qui sort ce vendredi. Alors les femmes auraient quand même gagné quelque chose grâce à, entre guillemets, la crise économique. Ina Shevchenko. Non, je soutiendrai jamais ce point de vue, je le nie. Mais j'aimerais même pas véritablement commenter cela, c'est la honte du féminisme. Caroline Forest. Je suis pas loin de rejoindre sur la même ligne. Je ne sais même pas s'il faut commenter ce genre de livre qui sort à peu près tous les 5 ans. Tous les 5 ans aux États-Unis, on a un éditeur qui trouve très drôle de propulser, si possible évidemment, et c'est intéressant que parce que c'est une femme, qui va nous expliquer que tout le problème, en fait, c'est la crise de la masculinité, que les femmes vont en fait très très bien, qu'elles ont bouffé tous les emplois des hommes, et quand même considérer que le fait qu'il y ait plus de femmes qui travaillent parce que les emplois sont plus précaires et que les emplois précaires sont naturellement plus féminins que masculins, et en faire le triomphe des femmes, ça dit tout sur l'honnêteté intellectuelle et la méthodologie et l'intérêt de ce livre. Daniel Salnave ? Oui, il y a une question. Véritablement, je voudrais vous poser parce que à travers le livre des entretiens qu'a donné Femen, avec cette superbe couverture d'ailleurs, de vous-même devant une barre de béton de logement soviétique, c'est formidable. La question, c'est qu'au fond, à l'intérieur du livre, vous oscillez entre deux positions. Une première, où vous dites au fond, mais c'est un peu la faute des femmes aussi qui se laissent faire. Et la deuxième où vous dites non, les femmes, pourquoi se laisseraient-elles faire et n'y a aucun intérêt. Or moi je me souviens d'un livre très intéressant qui ne concernait pas les pays de l'Est, mais les pays d'Afrique du Nord, de Camille Lacoste du Jardin, qui était Les mères contre les femmes, dans lequel elle montrait comment la manière d'éduquer les filles, et les garçons d'ailleurs, contribuait à la perpétuation de cet ordre patriarcal. Je sais que certaines amies des nouvelles questions féministes, par exemple, sont très hostiles à l'idée qu'on parle d'une complicité des femmes. Je voudrais vraiment que vous abordiez cette question, parce que vraiment ce qui me plaît, c'est que vous avez de jolis corps, vous les montrez, mais vous avez de jolies têtes et des têtes fortes, et vous le montrez aussi. Mais enfin, quand même, pardonnez-moi, elles n'ont pas que des jolis corps, et celles qui n'ont pas de jolis corps le montrent quand même, notamment. Mais un joli corps, c'est pas un corps. Non, mais on dirait, c'est quand même étrange, soit à moi de prendre. C'est intéressant que tu parles de jolis corps, parce que moi, c'est ce qui me choque chez les Femen, c'est que justement que c'est des jolis corps. Mais enfin, il n'y a pas que des jolies femmes dans la vie. Oui, mais juste. Elles ne sont pas représentées chez les Femen ? Bien sûr que si. Et avant de répondre à la question, à mon avis, très importante de Daniel, juste un point. Il y a des Femen, et notamment parmi les Françaises, mais pas seulement, aussi en Ukraine, et notamment dans l'élection Biélorussie, c'est flagrant, qui sont pas du tout des jolies filles minces, élancées, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les regards ne se portent que sur celles qui sont évidemment très belles, et que quand par exemple elles font des actions en France et que Ina est la seule ukrainienne dans le groupe et qu'il y a 7 autres féministes toutes brunes et certaines plutôt rondes, eh bien le Figaro il nous explique qu'il y a 8 blondes élancées. C'est ça qui est marrant. Alors sur la complicité. Ina Shevchenko. Eh bien, ce premier point de vue, bien sûr, il y a un clash entre les générations, bien entendu. Et avant d'aller aux manifestations, j'ai eu une petite discussion sévère avec ma mère parce que je ne comprenais pas pourquoi elle m'a dit « Ne va pas à la fac, reste avec nous à la maison ». Je ne pouvais pas comprendre ça. Et c'est ma mère. Et moi, je dis « Peut-être que je vais réussir à la changer. Peut-être maintenant, elle est un peu féministe, mais elle ne se reconnaît pas en tant que féministe. Elle se reconnaît en tant que... Elle reconnaît la supériorité des hommes. Et notre but final est de changer la nouvelle génération. C'est pourquoi parfois les gens nous critiquent en disant « Oh, c'est seulement pour les jeunes filles ». Mais pourquoi pas ? C'est quelque chose qui est très important maintenant, aujourd'hui, de permettre aux jeunes femmes de dire que ma mère a vécu d'une façon dont je ne veux plus vivre.
Moi, je voudrais tout de même aborder aussi d'autres questions avec vous, et notamment par rapport à l'activisme et à ces démonstrations extrêmement marquantes de vos revendications, ce que vous appelez le sextrémisme, ou cet activisme très fort, notamment par rapport aux questions de la religion. Est-ce que c'est un combat que vous allez mener avec autant d'intensité jusqu'à ce que vous en ayez marre, et j'espère seulement d'ailleurs que vous arrêteriez parce que vous en auriez marre et non pas parce qu'on vous aurait tué. Mais comment allez-vous faire avec ceux qui, au fond, pourraient être tentés d'être d'accord avec les thèses que vous défendez, mais qui, tout de même, au fond, auraient aussi la foi et pratiqueraient cette foi dans la société française dans laquelle nous sommes, de façon sécularisée, respectant les codes de la laïcité et respectant également les femmes. Est-ce qu'il y a un moment où, après cette période extrêmement démonstrative et activiste de votre action, il y aura aussi un temps pour peut-être fédérer davantage ou montrer à ceux que vous effrayez qu'il y a tout de même une manière d'avancer sur ces questions de droits des femmes qui ne passe pas nécessairement et uniquement que par la solution de l'activisme. Ou est-ce que l'activisme est pour vous la condition sine qua non, point barre, de ce que vous voulez arriver un jour à mettre en place vis-à-vis des femmes ? Non, on va pas être fatigué de l'activisme, on va pas être fatigué du féminisme, mais en ce qui concerne, il y a toujours la question de quel est le but final. Vous savez, notre but, c'est la lutte perpétuelle, la lutte continue. Et on va voir au cours de la lutte quels sont les points que l'on veut décider. Mais je voudrais clarifier, nous ne sommes pas un parti politique et nous ne voulons pas être un parti politique. Nous sommes des gens de la rue. Nous allons à la rue pour discuter d'un problème, donner une opinion, pour donner une base de discussion de ce que nous sentons à l'intérieur de nous-mêmes et de ce que nous voudrions que les gens discutent. Mais je ne veux pas parler de l'avenir, parce que je ne sais pas. Moi, je vois mon avenir dans 2 heures. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Mais on vit avec la lutte perpétuelle. Caroline Fourest ? C'est clairement une des caractéristiques des Femen, c'est que, en tout cas, certainement du groupe ukrainien original, elles se pensent comme des provocatrices qui mettent le doigt sur là où ça fait mal, et elles réfléchissent effectivement d'une action à l'autre, avec quand même cette ambiance très internationaliste qui est revivifiante, mais avec plein de questions qui restent sur la table. Quel sera le futur d'un mouvement comme celui-là ? Il y a d'autres mouvements, radicaux qui ont très bien fini, c'est-à-dire qui ont fait avancer les choses. Il y en a qui ont mal fini, et ça, c'est seule l'histoire le dira. Je crois que vous voulez rajouter quelque chose. Ina Shevchenko et Brice Couturier. Oui, sur la deuxième partie de la question sur la religion. Dans aucun des 3 livres saints, il n'y a au moins une phrase sur l'égalité homme-femme. Il n'y a pas une seule phrase sur les droits des femmes. Dans aucun de ces livres saints, il n'est écrit que hommes et femmes sont dans la même situation. Il faut 2 femmes pour contrebalancer la parole d'un homme. C'est par ça qu'il n'y a pas de soutien dans les religions pour les droits des femmes. On ne lutte pas contre des personnes ou des groupes de personnes. On se bat contre des institutions. On se bat contre la religion. Et nous croyons qu'un jour, ça sera interdit de la même manière que le fascisme s'est interdit. Brice Couturier, oui, mais je voudrais vous rappeler qu'on est en France et qu'on n'est pas ni en Russie ni en Ukraine. Et que chez nous, il n'y a pas l'Église orthodoxe qui est une religion d'État, subventionnée par l'État, relayant la parole de l'État et l'appuyant. Nous, on est une société laïque, voyez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire une société laïque ? Ça veut dire une société où l'État maintient une neutralité entre les religions et laisse la conscience de chacun décider de ce en quoi il veut croire. Or, voyez-vous, vous arrivez en France et en Europe occidentale à un moment extrêmement dangereux de notre histoire religieuse. Pourquoi ? Parce que nous avons installé, l'État républicain a installé cette neutralité entre les religions pour qu'elles se tolèrent mutuellement, et que nous sommes à un moment où nous avons un nouveau venu nous avons installé une coexistence pacifique entre les religions installées, le judaïsme et les différentes versions du christianisme, et nous avons maintenant à faire face à l'islam. Nous voulons intégrer l'islam en France. Nous voulons un islam français, nous voulons un islam européen, nous voulons que les religions entre elles aient des relations pacifiques et harmonieuse. Et vous arrivez comme un chien dans un jeu de quilles, excusez-moi de l'expression, et vous bousculez cet équilibre fragile qui est en train de s'instaurer entre les religions que l'État neutre, encore une fois, tolère, mais dans lesquelles il n'intervient pas. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire ? Ina Shevchenko.
Je ne peux pas soutenir la tolérance à la religion, une chose qui parle de la violence contre les femmes, simplement parce que ce sont des femmes. En étant tolérant ici, pendant ce temps-là, des femmes sont tuées en Iran, en Afghanistan, parce que ce sont des femmes. Je ne peux pas soutenir le fait que, oui, bon, c'est une question universelle. Il n'y a pas de catholicisme en Iran, et la religion est différente. Je suis sûr que le catholicisme en France et l'islam en Iran, c'est très différent. Nous, on ne fouette pas les femmes et on ne pend pas les adultères. Oui, mais ailleurs, oui, c'est ça que oui, mais ce qui est insoutenable. Donc, c'est pas le même problème. Mais oui, mais en France... Ina Shevchenko répond et Caroline. The fact that it's treated and controlled by le fait que ce soit traité et contrôlé par le gouvernement, l'État, de façon diverse, dans divers États, ça ne change pas le problème. On parle de la façon dont la femme est traitée par les religions. C'est de cela qu'on parle. Et la façon dont c'est traité dans ce pays-ci, c'est pas l'interprétation d'une religion d'une façon différente. Caroline, et puis Daniel. Oui, Daniel, vous inquiétez pas. Encore une fois, c'est très clair. Femen n'est pas un mouvement laïque, et effectivement, même si je peux partager une partie de ce que dit Brice sur les différences de contexte, évidemment que c'est pas la même chose dans un pays laïque et dans un pays qui n'est pas laïque. Mais les blasphémateurs, les provocateurs, on en a besoin dans tous les pays. Et ce sont les blasphémateurs, les provocateurs qui vont aller challenger, qui vont aller pousser dans leur retranchement les salafistes en Tunisie ou en Égypte, qui ne sont pas modérés, à qui on dit aussi, en Tunisie, en Égypte, vous allez trop loin, l'équilibre est fragile, la situation est tendue, ne soyez pas si radicaux, essayez d'être calmes. Sauf qu'à force de laisser les fanatiques être les seuls, être un petit peu déterminés, eh bien les laïcs apparaissent comme un extrémisme. En réalité, plus il y a de blasphémateurs, plus il y a de provocateurs qui attaquent toutes les religions. Donc, pour répondre à la question de Brice, qui ne font pas le jeu d'une religion contre une autre, puisque le propos de Femen, c'est d'attaquer toutes les religions. Plus il y a ces provocateurs, y compris en France, plus les extrémistes religieux sont renvoyés à ce qu'ils sont, c'est-à-dire à une autre radicalité, et plus le juste milieu, qui n'est pas le propos de Femen très clairement, la nuance, l'élaboration n'est pas le propos de Femen, c'est pas leur rôle dans ce jeu-là, dans ce théâtre-là qu'est notre Europe. Je suis bien d'accord, très tendue et très fatiguée, mais où encore une fois, rappeler qu'il y a un combat universel avec des gens qui sont contre toutes les religions, des gens qui veulent faire les religions les unes contre les autres, et au milieu des gens qui sont attachés au compromis de la laïcité, c'est quand même quelque chose dont nous avons aussi besoin en Europe. Oui, je suis parfaitement d'accord avec Brice. Je tiens à maintenir la spécificité de cette laïcité à la française et à l'exporter le plus possible. Je suis bien d'accord avec vous. Mais ce que je vois, c'est que malgré cette neutralité que l'État s'impose, il ne se l'impose pas toujours. D'ailleurs, parfois, il se laisse prendre au piège et qu'en face, le respect de la laïcité qui est réel de l'ensemble majorité des catholiques n'est pas toujours observé. On a pu le voir au moment des manifestations autour du contre le mariage gay. On a entendu de la part d'un cardinal, le primat des Gaules, je crois, Monseigneur Barbarin, des propos qui étaient parfaitement intolérables, de leur intolérance. Ceux du grand rabbin étaient bien plus intéressants, mais il était tout aussi opposé au mariage gay. Oui, moi je voudrais simplement poser une question à Ina, puisque je l'ai devant moi. Ce qui m'inquiète pour l'instant, c'est est-ce qu'elle mesure bien, elles qui ont la chance, entre guillemets, de venir d'un pays de l'Est. Je vais vous dire en quoi elles ont la chance. C'est qu'elles ne voient pas peut-être à quel point la mondialisation, la globalisation a recouvert nos sociétés, s'apprête à recouvrir les leurs, et à quel point ces sociétés ont une séduction, où le corps est une marchandise, et bien s'il me rapporte de l'argent, tant pis. Et tant pis, j'y suis prête à le faire. Je pense que le grand danger, il est de ce côté-là. Il est du côté de cette séduction qui gagne des couches entières. Je vois des jeunes filles dans des collèges qui lisent Closer et d'autres magazines parce qu'on montre des vedettes qui se sont fait faire les seins et qui se disent, si j'avais l'argent, j'en ferai autant. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose? C'est magnifique qu'elle provoque. Est-ce que la provocation peut lutter contre ce tsunami? Ina Shevchenko. Il faut découvrir comment ce point de vue sur les femmes, où en est le début, d'où ça vient, et nous on l'a trouvé. Et nous, en fait, c'est le patriarcat, c'est eux. On les irrite en leur enlevant leurs propres instruments, c'est-à-dire nos corps, on les prend entre nos mains et on leur dit ça ne vous appartient plus. C'est la question de découvrir d'où ça part toute cette vague. Ina Shevchenko, si j'ose dire, rassurez-nous, vous ne passerez pas à la lutte armée, comme ça peut des fois
vous passez par l'esprit au sens de votre indignation, votre colère, hein, quand vous dites effectivement, ce que vous disiez à Brice, il y a, pendant que moi, au fond, je milite, des femmes qui sont réellement lapidées, torturées, violées de par le monde, et l'on sent bien que cela est pour vous, mais cela c'est aussi pour nous, insoutenable. Mais bon, pas d'armes. Parfois, même maintenant, les gens disent que les Femen sont violentes et qu'elles vont trop loin. Ce que je peux leur dire, c'est que la tronçonneuse, ça fait peur quand même. Mais on ne prendra jamais d'armes. Il y a une différence entre l'agression et la violence. Oui, on est agressif. Absolument, on est agressif. On le sera encore plus. Mais on ne va tuer personne. On va blesser personne. Le seul sang que vous allez voir lors des actions Femen, c'est le sang des Femen. C'est pas le sang des gens que nous attaquons. Vous craignez pour votre vie? Je sais que tout peut arriver, mais non, on ne veut pas se faire tuer, c'est un choix personnel. On sait ce qu'on fait et on a déjà traversé des situations très difficiles et dangereuses et on a regardé ce qu'on faisait, on faisait attention. Et moi, pendant 24 heures, si je pense chaque seconde, est-ce que je vais être tué? Moi, je me pose la question, est-ce que pour mon action, je peux être tué? Et si ça démontre les points faibles des gens qui vont me tuer, que l'on provoque, ça peut se produire, effectivement. Brice. N'oublions pas qu'en Égypte, en ce moment, place Tahrir et ailleurs, le harcèlement sexuel et le viol sont utilisés par les islamistes comme une arme politique, que énormément de femmes ont été violées, certaines ont été tuées, ont été battues, et qu'en ce moment même, pour empêcher la démocratisation de ce pays suite à la révolution, les salafistes utilisent systématiquement le harcèlement et le viol des femmes pour les empêcher de manifester pour leurs droits. Il ne faut pas oublier ça en ce moment, et c'est autrement plus sérieux que ce qui se passe en France quand les Femen manifestent. Sauf que je crois, Brice, justement, ne pas l'oublier. Soulever un point en ce qui concerne la religion et l'action des Femen et la religion. Comme je l'ai dit, notre message n'est pas dirigé vers la France. Je le dis, nous utilisions la France comme un endroit idéal pour dire ce que nous voulons dire sur les femmes et la religion, la relation qu'il y a entre femmes et religion. Et aujourd'hui, place Tahrir, il y a des gens qui menacent d'enlever leurs vêtements si justement ce chantage au viol continue. Une dernière question, nous arrivons au bout. Ila Shevchenko, imaginons tout de même que, justement, au cours de cette émission, de nombreux auditeurs masculins, que Michel Zotowski, qui traduit vos propos, que Brice Couturier, qui ne se rasera plus à partir d'aujourd'hui, ou que moi-même, décidions et souhaitions rejoindre votre mouvement. Quelle est la place des hommes dans votre lutte? Nous ne sommes pas contre les hommes, nous ne sommes pas comme Hannah Rosin, on ne va pas châtrer les hommes. Tout le monde peut nous rejoindre. Il faut être en faveur de la féminisation du monde, peu importe si les féministes sont hommes ou femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui nous soutiennent, qui nous aident, vous pouvez venir. Mais la chose, c'est que vous n'êtes pas très utile pendant les manifestations. Oui, parce qu'elle n'est peut-être pas aussi courageuse que vous, c'est ça? Parler avec la voix des femmes et faire transmettre le message des femmes. Alors, comme les Diane chasseresses d'antan, seins nus, carcan sur l'épaule, comme la liberté guidant le peuple de Delacroix, drapeau à la main, les Femen militent seins nus, couronne de fleurs, inscription sur la poitrine et combattent de par le monde. À Paris, il n'y a pas très longtemps, à Notre-Dame, sur l'autel, en protestant façon combat contre les anti-mariages pour tous. Les Femen, c'est en fait depuis 2008 à Kiev que 4 femmes, rejointes par d'autres, ont décidé de partir littéralement au combat, comme des légionnaires du féminisme ou d'un néo-féminisme, contre tous les signes et toutes les formes de la domination masculine, patriarcat, l'église, la prostitution, entre autres. Elles sont aujourd'hui
installé à Paris au Lavoir Moderne, et publie un livre chez Kalman Levy, Femen, où elle raconte à la fois leur combat et d'où elles viennent et comment elles en sont arrivées à cette espèce de, comme elles le définissent elles-mêmes, hooliganisme. Et on a pu voir cette semaine, notamment aussi, le film Femen réalisé par Caroline Forrest, qui leur donne la parole. Une de ces Femen est avec nous ce matin. Bonjour Ina Shevchenko. Bonjour. Vous êtes, c'est très matinal, hein, j'ai conscience que c'est un peu tôt, et vos propos seront traduits par Michel Zlotowski. Bonjour Caroline Forrest. Bonjour. Que je ne présente pas pour les auditeurs des Bataires, entre autres. On vous retrouve bien sûr le mardi dans Le Monde Solo. Alors il ne vous aura pas échappé, Ina Shevchenko, que c'est aujourd'hui la journée internationale des droits des femmes. Est-ce que cette journée 8 mars vous concerne, ou est-ce que c'est pour vous tout de même, d'après ce que l'on comprend en vous lisant et en voyant vos actions tous les jours, le 8 mars? Et deuxième question annexe, cela fait tout de même depuis le 8 mars 1910 que cette journée internationale des femmes existe. Est-ce que vous ne trouvez pas que le temps est un peu long pour que ces droits des femmes finissent enfin par arriver, en tout cas au stade où vous souhaitez qu'il arrive? I would say that, except of the fact that I had to wake up too early, à part le fait que j'ai dû me réveiller trop tôt, cette journée n'est pas différente des autres journées. Nous vivons dans un combat perpétuel et chaque jour c'est la journée de la femme, chaque jour c'est la journée des Femen et chaque journée c'est celle du combat. Et oui, bien sûr, je dirais que bien entendu, les femmes ont réussi à avoir quelques droits fondamentaux et nous sommes ici dans un pays, dans le pays européen le plus féministe et nous tous pouvons avoir le droit de discuter, d'analyser ce qui a été fait, mais nous posons des questions sur ce que nous pouvons faire et sur ce que nous devons faire. Et maintenant, nous sommes en train de courir aussi vite que possible pour arriver à nos buts, pour gagner finalement, pour être finalement égal. Dans le livre, et on va évidemment parler aussi de ce que veut dire aujourd'hui votre combat et votre action, et notamment s'il s'agit d'une nouvelle forme de féminisme. Vous avez évidemment conscience, et c'est pour ça que vous le faites, que vos actions choquent souvent, enthousiasment d'autres. Est-ce qu'on peut partir du point de départ pour comprendre au fond, de façon, là je disais aussi biographique, au fond, qui vous êtes? D'abord, vous êtes très jeune, et vous étiez encore plus jeune quand vous avez fondé les Femen en 2008. Au départ, ça n'est pas nécessairement par une vocation féministe. Il a fallu un tout petit peu de temps pour passer à une conscience, je dirais féministe ou néo-féministe, qui vous a fait partir à l'action. Vous pouvez nous raconter un petit peu? On voit vos 4 portraits dans le livre Femen chez Kalman Levy. I think that I have to make clear your words. Il faut absolument qu'on soit très clair. On ne commence pas quelque chose de nouveau. Nous devons une nouvelle forme à quelque chose qui a été fait précédemment. On ne commence pas une nouvelle lutte qui se continuerait ici, ou avec des nouvelles couleurs, non, des couleurs qui sont faites pour les gens qui vivent aujourd'hui, qui nous regardent, qui nous attirent, et les attirer vers le féminisme. Non, j'aime pas beaucoup parler de nos biographies. Je pense pas que nous soyons des personnes intéressantes au-delà de notre militance. Nous sommes des activistes et je veux que l'on me considère comme une activiste. Et au-delà de notre combat, nous sommes des filles normales. En fait, nous étions des filles normales. On ne se rendait pas compte de ce qu'était la situation des femmes aujourd'hui, comment on est, comment on vit. Et on a eu suffisamment de chance pour regarder autour de nous et nous rendre compte de ce que ça signifiait aujourd'hui d'être une femme dans ce pays où nous sommes nés, en Ukraine, où on était traité comme un objet sexuel tous les jours, comme on était traité comme une jolie poupée à chaque seconde et que on pouvait recevoir une tape sur le cul par des gars qui se baladaient tout seuls. Non. Notre mouvement est fondé au début sur nos sentiments personnels, pas sur les pages des bouquins qu'on a lus. Nos sentiments personnels, notre colère intérieure. Quand on se dit, je veux pas être traité comme ça, faisons quelque chose ensemble, nous les filles. Et c'est comme ça que ça a commencé, de façon très primitive, je dirais. Avec une réaction très forte sur la condition tout de même des femmes en Ukraine. Il y a eu cette action au moment de l'Euro de football, par exemple, où vous avez vous aviez écrit sur vos poitrines, l'Ukraine n'est pas un bordel. C'est tout de même déterminant, la question ukrainienne au départ, de votre pays d'origine?
Sure, the movement was born in the country with a huge illness. Les femmes qui sont nées dans ce pays, ils ont une grande maladie. Et le nom de cette maladie, c'est l'industrie du sexe, le business du sexe. C'est une activité extrêmement bien organisée qui recrute énormément de filles tous les jours. Et c'est de l'esclavage moderne. On a commencé à dire non à cela en 2008 avec des façons, avec des femmes dans la rue, disant que nous ne sommes pas des prostituées, ne nous traitez pas comme des prostituées. Et nous vous dénions le fait que même parfois l'industrie du sexe et la prostitution, en fait, soit liée au choix des femmes. Non, c'est pas vrai. Ça ne peut pas être connecté, lié au choix des femmes. Les femmes ne peuvent pas vouloir être esclaves. Tout ça, c'est une activité extrêmement bien organisée qui recrute des femmes. C'est pour ça que nous sommes ici, pour ouvrir les yeux des filles et dire non aux boss du sexe. Est-ce que ça voulait dire aussi qu'il y avait une forme de rébellion par rapport à votre propre éducation, par rapport à la façon dont votre propre mère, par exemple, ou les mères en Ukraine élèvent leurs filles en rupture ou non avec cette condition de la femme? Sure, yes, because once you're born in that country, une fois qu'on est né dans ce pays en tant que fille, depuis le premier jour, on vous dit il faut avoir l'air sympa, il faut vraiment s'accorder avec les codes de la beauté, parce qu'il n'y a qu'une seule chose que vous pouvez faire dans votre vie, c'est d'être marié. Et c'est la seule chance que tu as de survivre dans ce pays. Et ils nous enseignent à être cet objet sexuel. Bien sûr, ils le disent pas de façon ouverte et directe, mais c'est comme ça qu'on vit dans cette partie du monde. Et c'est comme ça que les filles se traitent elles-mêmes. Elles se rendent pas compte qu'il y a d'autres façons d'être, parce qu'il n'y a pas d'alternative dans cette partie du monde pour les femmes. Il faut être la femme de quelqu'un, l'épouse de quelqu'un. Il faut être quelque chose pour quelqu'un. Caroline Fourest, Ila Shevchenko disait ça n'est pas un nouveau combat, je veux que les termes soient clairs, c'est un combat qui continue, mais tout de même, il n'a pas d'équivalent nécessairement dans le combat du féminisme, ou alors disons que dans votre film, il y a une petite histoire du féminisme français qui est fait, et où les féministes, on va dire, historiques, qui observent les femmes, sont bluffés évidemment par leur courage et leur combat, mais disent que ce qui est plus difficile pour elles, c'est qu'elles sont dans un environnement qui est hostile. Une des féministes que vous interrogez rappelle qu'au fond, quand elles ont, dans les années 70, pris à cœur de manifester et de faire avancer leurs droits, la société était un peu, après tout, déjà préparée. Quand le mouvement de libération des femmes est arrivé dans les années 70, évidemment, il suit la vague de mai 68. Alors, plus ou moins accompagné, il est porté par l'esprit libérateur des années 68, et en même temps, il y a un certain nombre de militants de gauche qui trouvent que la question des femmes est très secondaire. Et effectivement, on a retrouvé dans le film une action où des militantes féministes sont allées enlever leurs t-shirts seins nus pour perturber un meeting Mao, pour essayer de dire à leurs camarades Mao, mais attendez, occupez-vous aussi des droits des femmes. Donc, il y avait dans l'esprit du MLF déjà cette idée du happening, des slogans aussi parfois très très drôles, parfois très biscornus. Elle rentrait dans les églises. On a été très perturbés de voir que les femmes pouvaient entrer dans Notre-Dame, parce qu'on est en 2013 et que visiblement il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Mais dans les années 70, les féministes rentraient dans les églises, non pas pour réclamer le droit au mariage pour tous, elles rentraient dans les églises pour combattre le mariage tout court. C'est quand même une autre époque. Donc, il y a évidemment une parenté. Et c'était pas il y a 12 siècles. Hein. Et c'était pas il y a si longtemps. Donc, il y a évidemment une parenté, mais qui est rafraîchie, comme peut l'être le combat féministe à chaque fois qu'il vient d'une partie du monde, comme il est aujourd'hui renouvelé par les féministes arabes, qui évidemment sont au contact de réalités patriarcales tellement violentes, tellement radicales qu'elles-mêmes nous redonnent de l'énergie. C'est pareil pour un mouvement comme Femen, qui est né dans effectivement cette partie du monde post-soviétique, et ce sont vraiment des enfants du monde post-soviétique. Quand vous connaissez Ina, Sacha, Oksana, Anna ou les autres, et qui, dans ce monde-là, elles ont connu la mafia qui sert d'État, les oligarques, le proxénétisme, et comme seul avenir pour des filles qui sont quand même très éduquées. Peut-être qu'on ne le voit pas pendant leurs actions, mais elles sont très cultivées. Ina était étudiante en journalisme. Elle serait sans doute devenue une brillante journaliste si elle n'avait pas décidé de consacrer entièrement sa vie désormais, avec un absolutisme romantique qui pour le coup aussi nous change énormément peut-être du féminisme français aujourd'hui. Elle a décidé de se consacrer entièrement à ce combat, comme d'autres militantes des Femen, parce qu'elle ne voit pas d'avenir après les espoirs déçus de la Révolution orange dans ce monde gangréné par la mafia,
où on explique aux femmes que si elles vont à l'université, c'est pour trouver un mari, pas pour trouver un emploi. Il faut trouver un mari à l'université, pas faire des études pour de vrai. Ina Shevchenko, pour comprendre aussi justement, et nous aurons le temps après de débattre aussi des idées au fond, et puis de ceux qui ne sont pas forcément d'accord avec votre mouvement ou qui ne le comprennent pas, et pour comprendre la forme que ce mouvement des Femen a pris, et notamment les seins nus, inscription sur la poitrine et couronne de fleurs. Au départ, ça n'a pas été évident quand on lit votre livre de décider qu'il faudrait faire des actions seins nus, et puis au fond assez vite, chacun trouvant que c'était là le vrai moyen d'expression, s'y est mis relativement vite. L'idée d'être topless, comme on dit dans la mode, c'est une manière d'abord de s'inscrire dans une histoire plastique des arts qui montre les femmes combattantes très souvent seins nus, jusqu'à cette femme, la liberté guidant le peuple, qui est aujourd'hui au Louvre, Lens. Est-ce qu'il y avait cela? Est-ce qu'il y avait aussi une manière de dire aux hommes, le sein n'est pas seulement un objet érotique, mais il peut être aussi un objet où l'on écrit quelque chose, que l'on manifeste? Et est-ce qu'il y avait aussi éventuellement l'idée que nu, vous indiquiez une sorte de fragilité qui ferait que peut-être on ne vous taperait pas dessus, malgré la violence des réactions qui se manifestent quand les gens vous voient ou les forces de l'ordre vous voient? Ina Shevchenko. In 2008, since 2008 to Depuis 2008 jusqu'à 2010, pendant 2 ans, on n'utilisait pas les actions topless, seins nus. Moi, personnellement, je ne pouvais pas m'imaginer qu'un jour, j'enlèverais ma chemise pendant une manifestation. Je ne pouvais pas m'imaginer comme ça. Pour des filles qui s'appellent des activistes dans ce mouvement, pour des militantes. Et pendant 2 années, on a essayé d'utiliser des stratégies différentes. On regardait les féministes européens, on les copiait, mais on s'est rendu compte que personne n'était prêt à nous parler. Personne n'était même prêt à nous écouter et ni même à nous regarder, à faire attention à ces bannières énormes qu'on portait dans la rue et qu'on hurlait dans la rue. Mais personne ne voulait nous écouter ou nous voir. Et pour nous, on voulait hurler. Et c'est un hurlement de l'intérieur. C'est pour ça qu'on a enlevé nos chemises. Et puis quand on s'est rendu compte de questions féminines, quand on parle de liberté féminine, tout tourne autour du corps. Parce que tout d'abord, on nous opprime en utilisant notre corps. Ils nous prennent notre corps au nom du patriarcat. Eh bien, une femme nue, c'est un instrument du patriarcat. C'est un instrument de l'industrie du sexe. C'est un instrument dans la publicité. C'est toujours utilisé par les hommes pour promouvoir des yaourts ou un verre de bière. Et donc, on a voulu sortir cette femme de cette vision de la promotion du yaourt et de la mettre dans la rue avec ses propres slogans, sur sa propre liberté. Mon corps parle dans la rue. Sur mes seins, il y a toujours des slogans que je veux hurler. C'est un cri de l'intérieur. J'utilise mon corps comme une affiche. Et de cette façon-là, on a créé ce stéréotype de femme nue étant... On casse ce processus de femme objet ou de femme objet sexuel créé par les hommes. Et est-ce que vous êtes surprise de ce que, au fond, vos manifestations qui ont les atours de la violence par les cris, l'intervention, mais qui sont en même temps totalement pacifistes, puisque vous n'avez pas d'armes autres que votre corps et les inscriptions qui sont dessus. Est-ce que vous avez été surprise que on ne vous ménage pas et que l'on vous traite, quand on veut se débarrasser de vous, comme si vous étiez habillé alors que vous ne l'êtes pas? Est-ce que c'est le risque à prendre? Yes, in countries with dictatorship, oui, dans des pays dictatoriaux, oui, ils nous prennent dans les forêts où nous sommes quasiment ou presque tués. Dans les pays démocratiques, il y a l'exemple de la Biélorussie. Ils peuvent applaudir, les gens peuvent applaudir ici. Mais il y a toujours du danger, parce qu'on ne sait pas quelle sera la réaction de ces gens qu'on provoque. Mais bien sûr, nous faisons de la provocation ouverte. Mais mes seins ne sont pas aussi acérés pour pouvoir tuer quelqu'un. Mes seins sont quelque chose qui sont là pour provoquer les gens. Mes seins parlent avec mon propre message. Et oui, ça peut irriter les sociétés patriarcales parce que, voilà, on reprend les instruments, nos corps qui étaient contrôlés par eux pendant trop longtemps. Caroline Fourest? Oui, l'utilisation de ce mode d'action, il faut aussi le comprendre dans toute une réflexion un peu de contre-culture, parce que c'est pas simplement primitif. Il y a une réflexion sur le happening, sur la mise en scène, qui est très là aussi vivante dans les pays de l'Est et visiblement dans ce mouvement, qui consiste à se dire si on y va seins nus, effectivement, on va créer une réaction.
Et très souvent, la force des vidéos, des happenings filmés des Femen, c'est qu'effectivement, selon le degré de brutalité de la réaction, ça dit quelque chose sur le pays ou sur le thème qu'elles ont choisi, où elles sont en train d'essayer de démontrer quelque chose. Quand Ina, Oksana et une autre militante qui s'appelle Sacha sont allées en Biélorussie protester topless, mais aussi avec l'une d'elles en train de faire la parodie du dictateur biélorusse, devant le siège du KGB. C'est quand même pas rien. Et les journalistes ont tous été embarqués. Elles ont été en forêt et torturées. Quand elles vont en Biélorussie, ça donne ça. Quand elles sont en Ukraine, elles sont arrêtées, elles passent des nuits au poste. Quand Ina va jusqu'à tronçonner une croix en soutien au Pussy Riot, elle n'est pas simplement poursuivie pour destruction de biens, mais pour offense au sentiment religieux, ce qui est quand même très nouveau dans les pays là aussi post-soviétiques et ce qui dit quelque chose de l'époque. Quand elles viennent en France, les policiers ne les tabassent pas. Par contre, si elles croisent la route de Civitas et d'intégristes et de groupes d'extrême droite, elles sont tabassées et ça offre des images qui disent quelque chose. Pour terminer cette première partie, là, Shevchenko, il y a un détail qui est impressionnant, c'est que vous vous êtes rendu compte que pour être prise au sérieux et pour que vos actions soient marquantes, il ne fallait surtout pas rire. Parce qu'au départ, évidemment, vous vous mariez un petit peu et puis vous vous êtes dit, mais les gens vont croire qu'on est là pour s'amuser. Et c'est pas du tout un jeu, votre histoire de Femen. En deux petits mots. This is one of the things that I Ça, c'est une des phrases principales que je dis dans les entraînements des Femen. Ne riez pas. Je dis à nos soldats, oui, c'est vrai, c'est comme ça. Parfois, bien sûr, c'est pas une blague pour nous, c'est pas une plaisanterie, c'est pas un jeu. Chaque fille qui sort dans la rue pendant les actions, c'est pas un jeu. Mais parfois, oui, il y a des nouvelles militantes, principalement ici en France, qui sont parfois, disons, dérangées ou dans des situations extrêmes et peuvent pas réagir de façon sérieuse. Et parfois, il y a un rire nerveux. Et ça, c'est une des règles. Si vous voulez être Femen, ne souriez pas. Il a 8h et presque 17 minutes, c'est l'heure de la chronique de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Et la question, à quoi jouent les Femen? Eh oui, à quoi jouent les Femen? Cette petite bande de jeunes Ukrainiennes qui se sont fait connaître chez elles par des actions symboliques, comme la découpe d'une croix de bois à la scie électrique, et qui tentent à présent de se muer en internationales féministes de 3e génération à partir de leur antenne parisienne. Comme beaucoup de gens, j'avoue ma perplexité. C'est que, contrairement à ce qu'elles ont l'air de penser, la situation des femmes et les problèmes qu'elles rencontrent ne me paraissent pas exactement de même nature qu'on vive à Kiev, à Paris ou à Tunis. Dénoncer les... Ouais, c'est un point intéressant avec le maquillage. Pourquoi ça vous irrite? Pourquoi vous pensez que c'est fait pour vous? C'est pas fait pour vous. C'est la façon dont nous sommes. C'est pas pour faire plaisir à la partie patriarcale de la société. Oubliez ça, c'est pour nous. Bon, non, mais je faisais simplement référence aux féministes que j'ai connus moi dans l'après 68 qui faisaient bien en sorte de ne pas entretenir ce côté sex appeal. Je vois que Daniel Salnave est sur le point de monter sur sa chaise. Oui, je suis indigné. Bon, je suis comme Caroline. Moi, je serais tout à fait prête et j'étais contente de lire le livre et de voir le film parce qu'il y avait des points sur lesquels j'avais envie de discuter. En particulier, j'étais un peu inquiète pour elle et aussi préoccupée par cette marche vers le sacrifice suprême. Cette idée, je mourrais peut-être en Iran sous les coups des... Voilà, ça m'a fait un peu peur. Mais je peux dire que je suis à peu près en désaccord sur chacun des mots qu'a pu prononcer Brice. Pourquoi je suis en désaccord? Parce que je le regarde. Je regarde qui arrive impeccablement vêtu toujours. Toujours les cheveux et la barbe admirablement taillés. Pourquoi ne laissez-vous pas, Brice, une broussaille vous couvrir les joues, puisque vous réclamez de nous que nous ayons les jambes velues, si possible les aisselles garnies d'épaisses mèches noires, parce que nous sommes des féministes, mais j'ai été féministe en 68 et 70, je n'ai jamais cru qu'il fallait sacrifier ce que j'estimais le minimum pour être une femme convenable. Ce n'est pas du tout pour être un objet sexuel, mais tout simplement pour être l'objet que je voulais être à mes yeux. Je reviens sur une chose qu'a dite Caroline qui est formidable. Oui, c'est vrai, il y a une grande différence entre les femmes qui en Ukraine sont victimes de ce dont elles sont victimes et les libertés dont nous jouissons. Mais, je pense qu'elles nous font honte, parce que nous passons notre temps, nous, à nous demander s'il ne faut pas
pas mettre un E à écrivain et professeur avec un E et laisser la moitié des femmes être payées la moitié moins que les hommes. Et d'autre part, nous ne disons rien alors que nous voyons une industrie du corps féminin pour le rendre conforme à des normes sexuelles. Cette question des seins est centrale. Toutes ces jeunes filles de 18 ans qui réclament de leur père et souvent l'obtiennent d'avoir des gros seins parce qu'il se trouve que les leurs sont trop petits. La réhabilitation des petits seins est une chose formidable dans le travail que font les Femmes. Et je regrette de ne plus être en 68 ou de ne plus avoir leur âge, car je les rejoindrai volontiers. Je trouve qu'elles sont vraiment formidables. Pas la moindre petite question pour j'ai pas une seule question, je voudrais simplement qu'elles fassent attention à elles. Je suis émerveillée de les voir manipuler une tombe. Mais je voudrais dire quand même une chose. Ce qui me fait vraiment l'énorme fossé, c'est entre les femmes, leur mère, l'une des mères dont elle dit « ma mère subit tout comme un âne porte sa charge », et l'autre qui dit « j'ai du mal à attaquer le Pope Kirill car ma mère le photographie à la télé parce qu'elle pense que des photos du Pope Kirill, ça lui fera peut-être des indulgences au ciel ». Quand j'entends ça, mon sang bout. Et je ne peux que leur demander de continuer et être prête à les aider. Il faut qu'elles continuent ce combat. Bien sûr, on pourra avoir des réserves. C'est Daniel Salnave de l'Académie française. Voilà, de l'Académie française, je tiens à le répéter. Ina Shevchenko, notamment, vous dites, vous, que justement, par exemple, un des motifs de votre combat pour les femmes dans le monde, ça n'est pas seulement de rajouter un E à écrivaine, hein, que vous êtes au-delà de ça. You know, I think that when women are not raped and not killed. Vous savez, quand je pense que les femmes ne sont pas violées et sont pas tuées, peu importe si on met un E à la fin d'écrivain ou pas. Alors, je voudrais vous faire écouter Anna Rosine, dont on parle beaucoup dans la presse d'aujourd'hui, qui écrit un livre, The End of Men, la fin des hommes, où, après de longues études sociologiques sur les hommes et les femmes, notamment dans le monde occidental et aux États-Unis, elle s'est rendue compte que les femmes avaient pris finalement le devant et que ça n'était pas tant à cause ou grâce, on va dire, à leur combat féministe, cette situation-là, que, au fond, des effets de la crise, les femmes étant habituées à être plus plastiques, comme elle dit, que les hommes. Elles ont accepté davantage des emplois que les hommes ne voulaient pas du fait de la crise et du coup ont pris une sorte de suprématie sur les hommes. Et elle dit au fond que dans toute la société occidentale aujourd'hui, les femmes, eh bien, au fond, seraient sur le point de gagner quelque chose en étant au fond sur le devant de la scène. Et elle parle ainsi d'une crise de la virilité. Anna Rosine. Je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui soit intégré aux femmes qui en font une race supérieure. Non, principalement en cet âge de la technologie, il y a certains avantages technologiques qui renversent notre économie. Et peut-être que les hommes auront la main, peut-être, mais c'est pas si simple. Je crois qu'on a ouvert une crise de la virilité. Une réévaluation de ce que ça signifie d'être un homme et de ce que ça signifie d'être une femme, qui est extrêmement fondamentale et qui a changé la façon dont les familles sont formées, comment les gens prennent des décisions, avec qui ils vont se marier, comment ils font l'amour avec l'autre, et ce qui est totalement irréversible. Pour autant, Anna Rosine nous raconte que cette émancipation des femmes ne fait pas nécessairement leur bonheur. Elles sont moins heureuses. C'est absolument vrai. Et dans les années 70, si on allait voir une femme et qu'on lui disait « dans 40 ans d'aujourd'hui, tu pourras travailler, faire tout ce que tu veux, avoir des enfants », elle aurait dit « mais j'aimerais beaucoup, ça serait le rêve de ma vie ». Et puis finalement, c'est pas vrai. Les femmes aujourd'hui, quand elles ont plus de choix, sont moins heureuses qu'elle ne l'était précédemment. Et puis enfin, de même, Anna Rosine constate qu'au fond, sur la question sexuelle, les femmes aujourd'hui seraient plus, entre guillemets, débridées que les hommes. Dans le chapitre que j'écris ce sujet, je parle des femmes jeunes et des femmes de pouvoir. Et à propos, j'ai choisi des femmes pour vous choquer un petit peu de la manière dont elles s'expriment. Elles sont excessivement éduquées, ce sont des femmes d'affaires, elles veulent être femmes d'affaires, mais elles parlent d'une manière que si j'avais entendu ma fille parler comme ça, je mettrais des bouchons d'oreille et je sortirais de la pièce. D'un autre côté, le point que je tentais de soulever, c'est que nous, aux États-Unis principalement, nous parlons de la sexualité des jeunes femmes seulement d'une seule manière, c'est-à-dire qu'elles sont
victimes d'une culture sexuelle, très informées par la pornographie, déterminées par les hommes, qui satisfait les besoins des hommes. Et moi, j'ai senti le besoin de changer cette image un petit peu et d'expliquer qu'il y avait quelque chose que les femmes, dont elles avaient besoin et qu'elles retiraient de cette culture parce que à ce moment-là de leur vie, elles ne veulent pas être dans une relation permanente et elles n'y pensent même pas. Donc l'idée qu'elles créent de nouvelles relations, de nouveaux types de relations qui ne sont pas spécifiquement vulgaires, mais qui ne sont pas non plus spécifiquement menant au mariage. Elles veulent de l'intimité, mais elles ne pensent pas tout le temps de savoir si cet homme va être leur mari ou pas. Voilà, Anna Rosine, The End of Men, c'est publié chez Autrement. L'intégralité de l'entretien à écouter sur franceculture.fr, également beaucoup d'entretiens et de compte rendu du livre sur slate.fr ou dans le magazine Elle qui sort ce vendredi. Alors les femmes auraient quand même gagné quelque chose grâce à, entre guillemets, la crise économique. Ina Shevchenko. Non, je soutiendrai jamais ce point de vue, je le nie. Mais j'aimerais même pas véritablement commenter cela, c'est la honte du féminisme. Caroline Forest. Je suis pas loin de rejoindre sur la même ligne. Je sais même pas s'il faut commenter ce genre de livre qui sort à peu près tous les 5 ans. Tous les 5 ans aux États-Unis, on a un éditeur qui trouve très drôle de propulser, si possible évidemment, et c'est intéressant que parce que c'est une femme, qui va nous expliquer que tout le problème, en fait, c'est la crise de la masculinité, que les femmes vont en fait très très bien, qu'elles ont bouffé tous les emplois des hommes, et quand même considérer que le fait qu'il y ait plus de femmes qui travaillent, parce que les emplois sont plus précaires et que les emplois précaires sont naturellement plus féminins que masculins, et en faire le triomphe des femmes, ça dit tout sur l'honnêteté intellectuelle et la méthodologie et l'intérêt de ce livre. Daniel Salnave ? Oui, il y a une question véritablement que je voudrais vous poser parce que à travers le livre des entretiens qu'a donné Femen, avec cette superbe couverture d'ailleurs, de vous-même devant une barre de béton de logement soviétique, c'est formidable. La question c'est qu'au fond, à l'intérieur du livre, vous oscillez entre deux positions. Une première où vous dites au fond, mais c'est un peu la faute des femmes aussi qui se laissent faire. Et la deuxième où vous dites non, les femmes, pourquoi se laisseraient-elles faire? Elles n'y ont aucun intérêt. Or moi, je me souviens d'un livre très intéressant qui ne concernait pas les pays de l'Est, mais les pays d'Afrique du Nord, de Camille Lacoste du Jardin, qui était Les mères contre les femmes, dans lequel elle montrait comment la manière d'éduquer... Croit monothéisme comme responsable de la relégation des femmes, c'est supposer que tout va pour le mieux dans les pays qui ne pratiquent aucun d'entre eux, que la condition des femmes était idéale avant les successives révélations de leurs prophètes respectifs, ce qui n'est pas le cas. Quant aux slogans criés en anglais tels que « Nudity is freedom »,« Poor because of you »,« Freedom for political prisoners » ou encore « In gay we trust », s'ils permettent de réduire les revendications à un plus petit dénominateur commun, ils sont assez vagues. Et dans le contexte français, parfois franchement à côté de la plaque. Contrairement à l'Ukraine ou à la Russie, la France n'a pas de prisonniers politiques. Chez nous, il n'y a pas non plus de religion privilégiée par le pouvoir, entretenue par lui et lui apportant en échange son concours politique, comme c'est le cas des églises orthodoxes de Russie et d'Ukraine. Provoquer les fidèles dans un lieu de culte comme l'ont fait les Femen à la cathédrale Notre-Dame prend donc un sens très différent de celui qu'ils trouvent à Kiev. Il faudrait aussi leur expliquer, comme l'a fait Lydia Guirou sur le site du Huffington Post, où elle traite le mouvement, je cite, de « fasciste, provocateur et insolent », que la France est une république laïque. Ce qui signifie, explicite la présidente du club féministe Futur au féminin, que l'État, en ne privilégiant ni n'entretenant aucune religion, favorise entre elles une tolérance dont nous nous portons bien. Car enfin, le drame des filles de l'Est, c'est l'industrie du sexe et la prostitution, un véritable trafic d'esclaves qui ne semble pas émouvoir les responsables européens. Le combat des femmes d'Europe occidentale est plutôt motivé par les inégalités persistantes de statut et de revenus. Celui des femmes dans les pays arabes vise à faire refluer l'intégrisme islamiste qui menace les maigres acquis des périodes de modernisation séculariste. Si le communisme pouvait prétendre unifier les prolétaires de tous les pays en une seule internationale, n'est-il pas quelque peu artificiel de chercher à rassembler sous une seule bannière les revendications des femmes de toute l'humanité ? Bien sûr, on ne peut manquer d'admirer le courage de ces jeunes filles qui vont défier sur place le dictateur biélorusse Loukachenko et le paie d'un simulacre d'exécution en guise de billet de retour.
d'admirer aussi cette jeune Égyptienne qui, au péril de sa vie, a mis sur les réseaux sociaux une photo d'elle nue afin de défier les islamistes. Mais il reste cette gêne face à l'usage politique de la nudité de la part des fémènes. Comme le montre le film tourné à leur gloire par Caroline Fourest, d'autres féministes se sont servis de cet argument dans l'après 68, mais elles ne se maquillaient pas, elles. Elles ne s'épilaient pas. Elles ne veillaient pas à jouer sur le code du... Elles veillaient à ne pas jouer sur la corde du sex appeal, à ne pas se transformer en poupée enragée, pour citer à nouveau Lydia Guirou. Couronne de fleurs et seins nus, à force de jouer avec les poncifs de l'éternel féminin, avec les mythologies croisées de la Vierge slave de village et de la go-go girl, servez-vous vraiment à la cause des femmes, ou plutôt celle de la société du spectacle? La chronique de Brice Couturier sur franceculture.fr. C'est le moment du débat. Qui veut répondre? Ina Shevchenko et Caroline Fourest. Sure, yes, it's very interesting that how you treat us here in France. Why you deny all the problems that are here in France? Pourquoi est-ce que vous niez les problèmes qui existent en France? Je voudrais être très clair. On ne crie pas en faveur de la liberté des prisonniers politiques en France. On a crié ça en Bélarus. Quand on parle de religion, quand on va à Notre-Dame, on utilise la France comme un endroit idéal. On utilise la France et Notre-Dame comme un symbole du catholicisme. Et notre message n'est pas dirigé vers la France, notre message est dirigé vers le monde. Mais ce qu'il faut clarifier, c'est qu'on n'est pas un mouvement laïque, on est un mouvement anti-religieux. On est contre toutes les religions, tout comme on veut dire que les femmes sont des êtres humains. J'espère que ce point sera très clair, va clarifier notre ligne. Mais je ne veux pas que l'on nous traite comme un mouvement ukrainien ou comme un mouvement russe ou français. On est un mouvement mondial et nous voulons donner un message global, mondial sur la liberté des femmes. Et il n'y a aucune société où hommes et femmes sont égaux. Il n'y a aucun pays où les hommes et les femmes sont égaux, simplement. Ce message doit être universel et il faut le diffuser dans le monde entier. Oui, enfin, vous voyez bien ce que je disais, c'est que les problèmes rencontrés par les femmes sont différents d'un pays à l'autre. Que par exemple, ce que vous avez dénoncé à juste titre, je l'ai fait à plusieurs reprises moi-même à ces micros de France Culture, c'est-à-dire la prostitution de masse dont sont victimes les filles de l'Est depuis la fin la chute du rideau de fer, c'est pas un problème qu'on rencontre en France. Il n'y a pas de véritable traite massive, comme il y a une traite massive des filles ukrainiennes, polonaises, biélorusses et baltes. Ina Shevchenko. The problem is that Russian, Belarusian and Ukrainian girls are working here et les filles de Bélarus et d'Ukraine travaillent ici comme esclaves. Et c'est ça le problème de la prostitution. C'est le problème qu'il faut partager et qu'il faut en parler et en décider. Caroline Fourest. Moi, je comprends tout à fait. Ça fait aussi partie des questions que je peux me poser. Ça fait partie des débats que je peux avoir avec Ina et avec d'autres membres du mouvement. Et que pose Galia Ackerman également aussi dans la préface du livre qu'elle fait du livre des Femmes. Je ne suis pas d'accord avec tout, mais il faut... Bien sûr, mais qu'on se demande si effectivement ce mode d'action est toujours aussi pertinent, action par action, pays par pays, bien entendu. Bien entendu, c'est pas la même chose de rentrer dans une église dans un pays laïque que dans un pays où l'église et l'État vraiment fusionnent contre les droits des femmes. Néanmoins, à partir du moment où des groupes se revendiquent d'une religion pour aller se mêler depuis des siècles de la vie des gens et même du lit des gens, et ils rentrent dans le lit des gens et dans la tête des gens depuis des siècles, que pendant 2 heures, un groupe de 8 féministes aille sonner des cloches à Notre-Dame, ça ne mérite pas non plus la pluie de commentaires, mais scandalisés qu'on a entendus en France. Et moi, je confesse quelque chose, que malgré ma perplexité sur cette action, dont j'ai fait part à Ina, j'étais encore plus perplexe des réactions que ça suscitait. Je me suis dit, mais dans quel pays vit-on ? Que des gens se disent, oui, c'est too much, c'est pas nécessaire, on l'aurait complètement compris, et moi j'aurais pu même y participer, mais qu'on aille jusqu'à pousser des cris à ce point-là pour une action où 8 femmes, encore une fois, sonnent les cloches pendant quelques minutes, puis ensuite le service de sécurité éteint les lumières et les moleste gravement, ce dont tout le monde se fiche. Voilà, ça m'a rendu perplexe. Maintenant, sur la question de Brice Couturier, sur l'international féministe. On est universaliste ou on l'est pas. Si on considère que les droits des femmes, c'est un droit universel, on doit quand même se réjouir de voir les connexions qui existent aujourd'hui entre, effectivement,
des filles ukrainiennes qui se battent contre le trafic d'âmes et la mafia, des jeunes françaises qui n'ont pas le même vécu mais qui s'intéressent à ces questions-là, et des jeunes égyptiennes ou des jeunes tunisiennes, et en l'occurrence la jeune égyptienne Alia El Mahdi, qui elle aussi vit en exil, qui a à peu près le même âge que Ina Shevchenko, qui vit en exil pour avoir posé nue sur le web. Et évidemment que la nudité des Ukrainiennes est aujourd'hui révolutionnaire parce qu'elle rejoint la non-possibilité de la nudité des Égyptiennes. Dans une époque où les obscurantistes veulent couvrir les corps des femmes, avoir ce nouveau mode d'action est beaucoup plus révolutionnaire, beaucoup plus subversif que probablement dans les années 70. Et un dernier mot sur le fait de ne pas s'épiler ou d'avoir l'air de poupées écervelées. D'abord, tout le monde c'est pas exactement ça dans les années 70, c'est une caricature. Mais en plus, ce qu'on disait juste avant la pause, elle ne sourit pas, les fémènes. Eh bien, ça change tout. Ce ne sont pas des filles avec des gros seins qui viennent faire des poses lascives d'objets sexuels. Quand Ina Shevchenko coupe la croix à Kiev... C'est pour ça que je voulais qu'on donne ce détail important, qui est que c'est de la réflexion qui a été celle de... Vous vous rendez compte de la révolution iconographique que ça représente. Mais pourquoi se maquille-t-elle? Non, mais... Écoute, il y a une longue séance de maquillage. Pas toujours, d'abord, c'est pas exactement ça. Et encore une fois, on le voit dans le film. Réaliser ce que ça veut dire pour les photographes, pour une banque d'images, d'avoir des femmes. D'abord, elles n'ont pas des gros seins. La plupart ont des petits seins. C'est une première évolution. Ensuite, elle banalise le torse nu des femmes, parce que jusqu'à présent, il n'y a que le torse nu des hommes qui ne suscite rien. Le torse nu des femmes reste quelque chose d'hallucinant. Et ensuite, souvent, elles sont agressives, elles ne sourient pas, elles ne sont pas lascives, elles ont pas simplement des scies électriques, elles ont des tronçonneuses dans la main. Elles aspergent des supporters de foot avec des extincteurs, comme si, en gros, elles leur éjaculaient dessus. C'est un peu ça, la symbolique. Ces images-là, elles n'existent pas dans les banques d'images actuelles des photographes. Il n'y a que Femen qui est en train de les créer. C'est énorme. Rien que ça, c'est énorme. Même si c'était que ça, ce serait déjà intéressant. Un mot où on peut... Ina Shevchenko ? Les filles et les garçons d'ailleurs contribuaient à la perpétuation de cet ordre patriarcal. Je sais que certaines amies des nouvelles questions féministes, par exemple, sont très hostiles à l'idée qu'on parle d'une complicité des femmes. Je voudrais vraiment que vous abordiez cette question. Parce que vraiment, ce qui me plaît, c'est que vous avez de jolis corps, vous les montrez, mais vous avez de jolies têtes et des têtes fortes, et vous le montrez aussi. Mais enfin, quand même, pardonnez-moi, elles n'ont pas que des jolis corps, et celles qui n'ont pas de jolis corps le montrent quand même, notamment. Mais un joli corps, c'est pas un corps. Non, mais on dirait, c'est quand même étrange. C'est intéressant que tu parles de joli corps, parce que moi c'est ce qui me choque chez les fémènes, c'est que justement que c'est des jolis corps. Mais enfin, il n'y a pas que des jolies femmes dans la vie. Oui, mais juste elles sont pas représentées chez les fémènes. Bien sûr que si. Et avant de répondre à la question de la vie très importante de Daniel, juste un point. Il y a des fémènes, et notamment parmi les françaises, mais pas seulement, aussi en Ukraine et notamment dans l'élection Biélorussie, c'est flagrant, qui sont pas du tout des jolies filles minces, élancées, etc. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les regards ne se portent que sur celles qui sont évidemment très belles, et que quand par exemple elles font des actions en France et que Ina est la seule ukrainienne dans le groupe et qu'il y a 7 autres féministes toutes brunes et certaines plutôt rondes, eh bien le Figaro il nous explique qu'il y a 8 blondes élancées. C'est ça qui est marrant. Alors sur la complicité. Yeah, so Ina Shevchenko. Regarding the first point of view, eh bien, ce premier point de vue, bien sûr, il y a un clash entre les générations, bien entendu. Et avant d'aller aux manifestations, j'ai eu une petite discussion sévère avec ma mère parce que je ne comprenais pas pourquoi elle m'a dit « Ne va pas à la fac, reste avec nous à la maison ». Je ne pouvais pas comprendre ça. Et c'est ma mère. Moi, je dis « Peut-être que je vais réussir à la changer. Peut-être maintenant, elle est un peu féministe, mais elle ne se reconnaît pas en tant que féministe. Elle se reconnaît en tant que... Elle reconnaît la supériorité des hommes. Et notre but final est de changer la nouvelle génération. C'est pourquoi parfois les gens nous critiquent en disant « Oh, c'est seulement pour les jeunes. » Mais pourquoi pas? C'est quelque chose qui est très important maintenant, aujourd'hui, de permettre aux jeunes femmes de dire que ma mère a vécu d'une façon dont je ne veux plus vivre. Moi je voudrais tout de même aborder aussi d'autres questions avec vous, et notamment par rapport à l'activisme et à ces démonstrations extrêmement marquantes de vos revendications, ce que vous appelez le sextrémisme, ou cet activisme très fort, notamment par rapport aux questions de la religion. Est-ce que c'est un combat que vous allez mener avec autant d'intensité jusqu'à ce que vous en ayez marre, et j'espère seulement d'ailleurs que vous arrêteriez parce que vous en auriez marre et non pas parce qu'on vous aurait tué, mais comment allez-vous
faire avec ceux qui, au fond, pourraient être tentés d'être d'accord avec les thèses que vous défendez, mais qui, tout de même, au fond, auraient aussi la foi et pratiqueraient cette foi dans la société française dans laquelle nous sommes, de façon sécularisée, respectant les codes de la laïcité et respectant également les femmes. Est-ce qu'il y a un moment où, après cette période extrêmement démonstrative et activiste de votre action, il y aura aussi un temps pour peut-être fédérer davantage ou montrer à ceux que vous effrayez qu'il y a tout de même une manière d'avancer sur ces questions de droits des femmes qui ne passe pas nécessairement et uniquement que par la solution de l'activisme? Ou est-ce que l'activisme est pour vous la condition sine qua non, point barre, de ce que vous voulez arriver un jour à mettre en place vis-à-vis des femmes? Non, on va pas être fatigué de l'activisme, on va pas être fatigué du féminisme, mais en ce qui concerne, il y a toujours la question de quel est le but final. Vous savez, notre but, c'est la lutte perpétuelle, la lutte continue. Et on va voir au cours de la lutte quels sont les points que l'on veut décider. Mais je voudrais clarifier, nous ne sommes pas un parti politique et nous ne voulons pas être un parti politique. Nous sommes des gens de la rue. Nous allons à la rue pour discuter d'un problème, donner une opinion, pour donner une base de discussion de ce que nous sentons à l'intérieur de nous-mêmes et de ce que nous voudrions que les gens discutent. Mais je ne veux pas parler de l'avenir, parce que je ne sais pas. Moi, je vois mon avenir dans 2 heures. Je ne sais pas ce qui va se passer après. Mais on vit avec la lutte perpétuelle. Caroline Fourest? C'est clairement une des caractéristiques des Femen, c'est que, en tout cas, certainement du groupe ukrainien original, elles se pensent comme des provocatrices qui mettent le doigt sur là où ça fait mal, et elles réfléchissent effectivement d'une action à l'autre, avec quand même cette ambiance très internationaliste qui est revivifiante, mais avec plein de questions qui restent sur la table. Quel sera le futur d'un mouvement comme celui-là? Il y a d'autres mouvements, radicaux qui ont très bien fini, c'est-à-dire qui ont fait avancer les choses. Il y en a qui ont mal fini, et ça, c'est seule l'histoire le dira. Je crois que vous voulez rajouter quelque chose. Il y a Shevchenko et Brice Couturier. Oui, sur la deuxième partie de la question sur la religion. Dans aucun des 3 livres saints, il n'y a au moins une phrase sur l'égalité homme-femme. Il n'y a pas une seule phrase sur les droits des femmes. Dans aucun de ces livres saints, il n'est écrit que hommes et femmes sont dans la même situation. Il faut 2 femmes pour contrebalancer la parole d'un homme. C'est par ça qu'il n'y a pas de soutien dans les religions pour les droits des femmes. On ne lutte pas contre des personnes ou des groupes de personnes. On se bat contre des institutions. On se bat contre la religion. Et nous croyons qu'un jour, ça sera interdit de la même manière que le fascisme s'est interdit. Brice Couturier, oui, mais je voudrais vous rappeler qu'on est en France et qu'on n'est pas ni en Russie ni en Ukraine. Et que chez nous, il n'y a pas l'Église orthodoxe qui est une religion d'État, subventionnée par l'État, relayant la parole de l'État et l'appuyant. Nous, on est une société laïque, voyez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire une société laïque? Ça veut dire une société où l'État maintient une neutralité entre les religions et laisse la conscience de chacun décider de ce en quoi il veut croire. Or, voyez-vous, vous arrivez en France et en Europe occidentale à un moment extrêmement dangereux de notre histoire religieuse. Pourquoi? Parce que nous avons installé, l'État républicain a installé cette neutralité entre les religions pour qu'elles se tolèrent mutuellement, et que nous sommes à un moment où nous avons un nouveau venu nous avons installé une coexistence pacifique entre les religions installées, le judaïsme et les différentes versions du christianisme, et nous avons maintenant à faire face à l'islam. Nous voulons intégrer l'islam en France. Nous voulons un islam français, nous voulons un islam européen, nous voulons que les religions entre elles aient des relations pacifiques et harmonieuse. Et vous arrivez comme un chien dans un jeu de quilles, excusez-moi de l'expression, et vous bousculez cet équilibre fragile qui est en train de s'instaurer entre les religions que l'État neutre, encore une fois, tolère, mais dans lesquelles il n'intervient pas. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Ina Shevchenko. Je ne peux pas soutenir la tolérance à la religion, une chose qui parle de la violence contre les femmes, simplement parce que ce sont des femmes. En étant tolérant ici, pendant ce temps-là, des femmes sont tuées en Iran, en Afghanistan, parce que ce sont des femmes. Je ne peux pas soutenir le fait que, c'est une question universelle. Il n'y a pas
de catholicisme en Iran. Et la religion est différente en France. Je suis sûr que le catholicisme en France et l'islam en Iran, c'est très différent. Nous, on ne fouette pas les femmes et on ne pend pas les adultères. Oui, mais ailleurs, oui, c'est ça que oui, mais ce qui est insoutenable. Donc, c'est pas le même problème. Mais oui, mais en France... Ina Shchenko répond et Caroline. The fact that it's treated and controlled by le fait que ce soit traité et contrôlé par le gouvernement, l'État, de façon diverse, dans divers États, ça ne change pas le problème. On parle de la façon dont la femme est traitée par les religions. C'est de cela qu'on parle. Et la façon dont c'est traité dans ce pays-ci, c'est pas l'interprétation d'une religion d'une façon différente. Caroline, et puis Daniel. Oui, Daniel, vous inquiétez pas. Encore une fois, c'est très clair. Femen n'est pas un mouvement laïque. Et effectivement, même si je peux partager une partie de ce que dit Brice sur les différences de contexte, évidemment que c'est pas la même chose dans un pays et dans un pays qui n'est pas laïque. Mais les blasphémateurs, les provocateurs, on en a besoin dans tous les pays. Et ce sont les blasphémateurs, les provocateurs qui vont aller challenger, qui vont aller pousser dans leur retranchement les salafistes en Tunisie ou en Égypte, qui ne sont pas modérés, à qui on dit aussi, en Tunisie, en Égypte, vous allez trop loin, l'équilibre est fragile, la situation est tendue, ne soyez pas si radicaux, essayez d'être calmes. Sauf qu'à force de laisser les fanatiques être les seuls